Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Que de bonnes nouvelles pour cette édition 2021 de la Journée de l'économie. D'abord, c'est la 14e édition, ça veut dire l'attachement que vous avez. On vous remercie d'être là avec cet événement et l'attachement que porte aussi l'ensemble des organisateurs. La CCI Région, évidemment, la Chambre régionale d'agriculture, la Chambre des métiers. On les remercie toutes et tous qui sont là, les présidents, leurs représentants et la région Nouvelle-Aquitaine. Ils nous rejoindront tout à l'heure. Tous font confiance à Sud-Ouest. Une fois encore, on les remercie pour animer cette rencontre. On vous la souhaite la plus animée possible dans le sens où vous allez pouvoir participer. Vous nous faites passer, pour ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, vos questions, elles seront relayées. Et puis évidemment, la salle, on prendra des questions. Si vous êtes d'accord, on les prendra après les deux tables rondes. L'autre bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que nous retrouvons du public en présentiel, merci d'être là, des vrais gens réels qui sont là, pas derrière des écrans, et ils sont présents dans cette salle de l'INAE qui nous reçoit. On vous remercie encore. Vous allez pouvoir nous poser vos questions tout à l'heure, je l'ai dit, puis on aura un grand témoin, ça c'est l'autre bonne nouvelle évidemment. Le grand témoin de cette édition nous reçoit à domicile, c'est Philippe Mauguin, le président directeur général de l'INRAE. Il va nous recevoir chez lui dans 30 secondes, il sera sur la scène. Je voudrais juste qu'on balaye ensemble le programme pour bien être ensemble et savoir de quoi on va parler aujourd'hui sur deux tables rondes, on vous les promet, dynamiques et courtes, puisque c'est comme ça qu'on essaye de faire, tout à l'heure, on fera la deuxième table ronde. On commence par une table ronde qui sera avec Denis Vicentini d'une marque qui est Roll & Sem. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette marque, vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre, mais je suis sûr que dans le milieu agricole, vous la connaissez déjà. Muriel Moreau, elle sera en live depuis le Pays Basque. C'est quelqu'un qui a un projet professionnel très étonnant et vraiment percutant sur la laine de mouton. Jean-Louis Dubourg, qui joue presque à domicile ici, qui est le directeur général de Berganton Biogaz, d'où le nom. On vous connaît aussi avec la casquette de président de la Chambre d'agriculture de la Gironde. On aura Nicolas Fillon, le directeur général de 200 Gosses, qu'on ne présente plus, mais on parlera de cette boîte qui a transformé vraiment de façon importante sa production pour passer de produits particuliers à des produits bio aujourd'hui. Cécile Detemps de Cendre, une autre actrice de la transformation, dans le vin, et c'est important, avec une double casquette, vous allez voir plein de surprises. Éric Bacheret, tout le monde connaît les doudounes de chez Pyrénex, c'est le directeur général. On connaît moins, mais il y a aussi derrière la marque des doudounes, la marque des produits pour la maison. Et puis Christophe Gélibert, qui va, lui, nous expliquer comment il espère en tout cas, dans quelques années, rejoindre Pyrénex et tout le mal qu'on lui cède, toutes ces belles boîtes. Il est aujourd'hui à la tête d'un atelier de tapissier décorateur en Charente. Il nous restera à conclure ensemble avec Philippe Mauguin, qui nous rejoint tout de suite. J'en profite pour saluer, évidemment, Jean-François Clédel, qui est au premier rang, le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, Luc Servant, qu'on remercie d'être venu aussi depuis La Rochelle et même un peu le nord de La Rochelle, président de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre Gros, qui vient de l'ex-Limousin, on le dit encore, président de la Chambre des métiers de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine. On sera rejoint par Guillaume Rioux, vice-président de la région, nouvel élu, qui nous rejoindra tout à l'heure. Philippe Mauguin, merci de nous recevoir chez vous. Je plaisantais tout à l'heure, il y a plusieurs sites de l'INRAE en Gironde, il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre ici. On va peut-être rappeler tout bêtement, effectivement, le nombre de sites, mais aussi quelle est la vocation de l'INRAE. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi ce magnifique site d'INRAE à Piroton, en pleine forêt, qui est une de nos belles stations de recherche forestière et qui a un rôle clé dans la recherche. Et effectivement, l'une des nombreuses stations de recherche, d'expérimentation. INRAE est présent sur tout le territoire, à la fois métropolitain, aussi en Antilles-Guyane. C'est le premier organisme de recherche spécialisé au monde dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. On a été créé au 1er janvier 2020 par la fusion de deux organismes de recherche bien connus, l'INRA, que j'avais eu le plaisir de présider auparavant, grand organisme de recherche dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, IRSTEA, qui était l'ancien CEMAGREF, présent aussi en Nouvelle-Aquitaine, très pointu sur un certain nombre de sujets, notamment dans les domaines de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est près de 12 000 personnes qui sont des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent pour mieux comprendre un certain nombre d'évolutions qui impactent notre agriculture, la forêt, l'alimentation, l'environnement, et qui essayent de trouver des solutions pour ces transitions. Alors l'évolution, la transition, la transformation, vous en parlez au sein de votre entreprise, ça va être le sujet qu'on va voir pendant ces deux tables rondes. Ce n'est pas symbolique, vous avez rajouté une lettre à INRA, il y a un petit E, joliment dessiné, il apporte quoi au-delà de cette lettre? Alors effectivement, on le voit sur le logo d'INRAE, c'est à la fois le E de l'environnement, de l'écologie, c'est aussi le E de l'énergie, on est très impliqué dans toutes les démarches de bioéconomie.
il symbolise deux choses. À la fois, il rend visible une transition que l'INRA avait déjà commencé avant la fusion, c'est-à-dire de s'engager dans la transition agroécologique, sur le lien qui est au cœur de notre débat de cet après-midi, comment concilier l'économie, l'énergie, l'environnement. On avait commencé là-dessus. La fusion avec IRCEA nous permet d'aller un cran plus loin. Et c'est donc ce nouveau logo, la science pour la vie, pour l'humain, pour la terre, qui mobilise tous nos chercheurs aux côtés des citoyens, aux côtés des entrepreneurs. On va dézoomer, on va repartir de ce très beau site, on va regarder presque le globe dans son entier, n'ayons pas peur. On vous fait confiance en tant que grand témoin. Les grands défis de la planète, n'ayons pas peur des mots, par rapport à cette thématique qui vous est chère aujourd'hui, si vous deviez les lister, ça serait lesquels? Alors, vaste entreprise, et c'est des sujets qui sont, et c'est à la fois lié à l'évolution du dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, c'est des sujets, les pandémies, qui sont rentrées maintenant au cœur des débats citoyens, des débats publics. C'est ça les sujets qui nous occupent. On sait qu'on a déjà beaucoup de questions à régler si on veut avoir une agriculture, une politique forestière durable, une alimentation saine. Mais si on se projette dans les 20 prochaines années, on voit qu'on va être confronté à vraiment beaucoup de défis en même temps. Près de 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050, des terres agricoles qui ne peuvent pas augmenter. Elles sont plutôt grignotées par le développement des villes pour accueillir ces 10 milliards d'habitants. La forêt, il faut limiter la déforestation, il faudrait l'arrêter, sinon on amplifie le dérèglement climatique. Et donc il faut, sur un nombre d'hectares limité au niveau mondial, produire plus. En utilisant moins de ressources, on doit se décarboner. Tout le monde est conscient qu'il faut décarboner l'économie. Donc les ressources fossiles, il faut progressivement en sortir. Quelles sont les solutions de substitution en termes d'énergie, en termes de matériaux, en termes de molécules? C'est beaucoup la biomasse, issue de l'agriculture et de l'alimentation. Donc on a besoin de l'agriculture et de la forêt pour produire de la biomasse, pour produire de l'alimentation, sur des surfaces qui sont en tension, avec le dérèglement climatique, avec des problèmes liés à la biodiversité, notamment on voit les problèmes de pollinisateurs qu'on a. Bon, quand on voit tout ça, on pourrait se dire que c'est une équation impossible à résoudre. Il y a évidemment des leviers, c'est là-dessus qu'on travaille. Pas tout seul, même si on est leader au niveau international, on a des partenariats de recherche en Europe et dans le monde, des partenariats aussi en France avec toutes les universités, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans toutes les grandes régions. Donc on essaye de trouver des solutions qui vont faire converger une meilleure protection des ressources. On va passer d'une première révolution industrielle qui était celle de la mécanisation et de l'énergie, il y a eu celle de la chimie, et là on est entré de plein pied dans une troisième révolution qui concerne l'agriculture, mais beaucoup de secteurs. C'est de retrouver des marges de manœuvre en utilisant les ressources naturelles, le vivant, l'intelligence aussi, la matière grise des chercheurs, et c'est à partir de ça qu'on essaie de trouver des solutions qui vont permettre une production qui sera probablement au même niveau, voire plus performante au niveau agronomique, avec un contenu d'emploi le plus élevé possible. Voilà, c'est des défis passionnants. Ça concerne les chercheurs, mais ça concerne beaucoup, évidemment, les entrepreneurs, et les exemples qu'on va voir vont l'illustrer. Alors, on va avoir des exemples, mais j'ai envie de dire, le journaliste que je suis, observateur de l'extérieur, peut dire que c'est peut-être une situation qui, non pas de votre fait, mais peut paraître effrayante. Comment je transforme justement cet état des lieux en atout, et comment je peux peut-être profiter justement des solutions pour que demain les entreprises en tirent profit, dans le bon sens du terme. En gros, quels sont les défis pour ces entreprises, entre guillemets, d'adaptation par rapport à ce que vous décrivez? La difficulté, je pense, pour tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les forestiers qui sont confrontés aussi au dépérissement, à l'impact du changement climatique, les entrepreneurs aussi, c'est qu'on a une conscience de plus en plus claire de ces enjeux, mais on est dans une situation de compétition économique qui est extrêmement forte. Les marges sont faibles, donc les capacités d'investissement sont limitées. Tous les acteurs ont souvent tendance à s'attendre un peu. Oui, il faut bouger, mais qui va prendre le risque de s'engager le premier? Et donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on va voir avec ces témoignages, c'est avoir des entrepreneurs audacieux qui vont être les pionniers, qui vont trouver des niches de marché. Les consommateurs que nous sommes, les citoyens, ils ne sont pas toujours schizophrènes. Ils sont conscients de ça, ils ont envie, ils font bouger leur comportement de consommation. Le bio s'est développé, alors que pendant des années, on considérait que ça allait rester une niche pour les bobos. C'est en train de se développer beaucoup, on accompagne ces mouvements. Au-delà du bio, et on aura des témoignages tout à l'heure de conversion agroécologique de nos productions, on arrive à trouver des nouveaux débouchés qu'on va essayer de rendre perceptibles aux consommateurs
pour avoir une capacité à segmenter, à se démarquer, à être reconnu. Et que quelque part, c'est là-dessus qu'on parie, nous. C'est que les premiers qui s'engagent vont aussi, ils prennent des risques, mais ils seront peut-être ceux qui seront ensuite récompensés par les marchés. Il faut des politiques publiques qui les accompagnent. Donc pour ça qu'on conseille aussi, c'est dans nos missions, les pouvoirs publics, les ministères, la Commission européenne, la FAO, la Banque mondiale, pour que l'ensemble des politiques publiques s'alignent sur ces enjeux de transition. Et si on a un peu plus d'accompagnement public, si on a des comportements de consommateurs qui évoluent dans le bon sens, et si on a une recherche-innovation active à côté des partenaires, alors je suis plutôt optimiste. On pourra relever cette équation impossible. Alors on verra si vous êtes encore plus optimiste après les tables rondes. Juste un petit mot, urgence ou pas urgence? Oui, je pense qu'il y a une urgence à agir. En fait, quand on regarde les grands sujets du moment, le changement climatique, nos experts scientifiques, chaque rapport du GIEC, chaque année, confirme les projections, mais elles sont raccourcies. Et les effets du dérèglement climatique, on a longtemps pensé dans nos pays que ça allait surtout concerner les pays sous les tropiques, qui étaient déjà touchés par les ouragans, les inondations, qu'on avait des infrastructures, des climats tempérés qui nous préservaient. En fait, on voit, y compris en Nouvelle-Aquitaine, les viticulteurs, les forestiers, les acteurs, qu'on a déjà des impacts très forts. Donc, les projections se confirment et le temps se raccourcit. Donc, je pense qu'il y a une urgence à agir. Après, ça dépend évidemment de nous tous. Ce n'est pas les entrepreneurs tout seuls qui vont pouvoir y arriver. Il faut qu'il y ait une vraie mobilisation, une forme de sursaut collectif entre les pouvoirs publics au niveau national mais au niveau régional. La région Nouvelle-Aquitaine est engagée aux côtés des chercheurs pour soutenir aussi ces transitions. Donc il faut qu'il y ait vraiment une union globale pour qu'on ait une urgence, mais qui soit une urgence positive, dynamique. Merci Philippe Mouguin. Sous les applaudissements, on vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse. On va justement marquer ce moment d'évolution en appelant Denis Vicentini à nous rejoindre, Jean-Louis Dubourg, que je citais tout à l'heure, à nous rejoindre. Et puis on va voir Muriel Moreau, qui est en direct normalement avec nous depuis Biarritz. On va la retrouver rapidement. Vous nous entendez, Muriel? Est-ce qu'on a le son de Muriel? Moi, je ne l'ai pas. Oui, ça y est. Je crois que vous allez pour nous dire bonsoir. On va vous entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. C'est formidable, j'adore dire les choses qui se doivent dire. Je plaisante. On vous a connu avec un parcours que je vais résumer parce que je trouve qu'il est assez représentatif et il image vraiment joliment l'esprit de transformation, d'initiative qui va être porté pendant ces deux tables rondes. Vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce qui n'est pas toujours une erreur. On vous a connu ensuite dans des entreprises comme le Coq Sportif ou Capgemini, à la tête d'un restaurant avec votre époux pendant 7 ans à Paris. Et aujourd'hui, vous avez un projet pour le moins original que vous allez nous présenter, vous le ferez mieux que moi. Vous allez valoriser la laine des moutons des Pyrénées-Atlantiques. Et vous avez commencé, ce n'est pas du tout un projet en l'air. Le projet a bien démarré, il y a déjà des moutons qui sont concernés, entre guillemets, et des bergers. Racontez-moi déjà le point de départ. Je crois que vous avez rencontré un berger, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une jachère totale dans ce secteur. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est un projet qui a commencé par hasard, c'est-à-dire que donc j'ai rencontré un berger en visitant une cabane en estive un été et au détour de la conversation, il m'a expliqué que ces brebis, donc qu'il élève pour le lait, pour faire du fromage, doivent être tendues pour des questions d'hygiène et de confort une fois par an. Mais donc lui, ça lui coûte de l'argent et ça fait donc quelques années qu'il ne trouve plus aucun débouché pour sa laine, donc ça lui reste sur les bras. Donc ça m'est resté un petit peu en tête, je trouvais ça assez dingue, parce que la laine, je pense qu'on en a tous une image très positive, d'une matière assez noble, et le fait que ça soit considéré comme un déchet jeté, voire brûlé ou même enfoui, me semblait assez dingue. Et je me suis rendu compte que c'était un problème qui était inhérent à la quasi-totalité des éleveurs français, en particulier donc, dans le sud-ouest, enfin dans les Pyrénées-Atlantiques, sachant qu'on est le premier département en nombre d'éleveurs au vin, donc il y en a à peu près 2000, et donc ils sont concernés par ça, et ça représente 1200 tonnes par an qui sont Alors, concernés. 1200 tonnes de laine, on va dire, on l'imagine, ça y est, maintenant que vous avez donné le chiffre, il est posé devant nous. À quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire quelque chose, et c'est quoi la piste aujourd'hui que vous avez mise en route? Alors,
En fait, c'est, comment dire, ce gâchis-là a vraiment commencé à, enfin, m'habiter très vite. En fait, cette sensation de gâchis et surtout l'idée qu'on pouvait en faire quelque chose que vraiment c'était pas possible, a démarré très vite et je me suis très vite lancée dans les tests parce que donc le berger avec qui j'étais en contact tombait un mois après notre rencontre. Donc je lui ai acheté la totalité de sa production. Donc je me suis retrouvée à la tête de 600 kilos de laine et j'ai commencé à explorer plusieurs pistes. Et donc c'est là que je me suis rendu compte des deux problèmes principaux qu'on rencontre la laine aujourd'hui en France. Le premier, c'est la question du marché de la laine. Voilà, avec l'arrivée de matières synthétiques et du mérinos qui vient principalement d'Australie et de Nouvelle-Zélande et qui font qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus d'unités de transformation de la laine en France. Pour vous donner un exemple, première étape, quand on veut valoriser de la laine, il faut la laver. Il n'y a plus qu'un seul lavoir en France. Il n'est pas en Donc Nouvelle-Aquitaine, hein, je dis ça à l'élu qui va nous rejoindre. non, il est dans le Gévaudan. Et en fait, le deuxième problème, enfin grande problématique, c'est la qualité de ces laines. C'est-à-dire que pour valoriser de la laine, il faut qu'elle soit fine. Et nous, on a des laines qui sont rustiques, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire qu'elles ont un gros micronage, donc elles grattent un petit peu. Donc assez vite, je me suis rendu compte que la voie classique de valorisation de la laine allait être très compliquée pour les laines qu'on a ici. Bon, j'ai quand même essayé de faire du fil avec des filatures. Mais je me suis très vite tournée vers l'innovation. Je me suis dit, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans le textile ou dans d'autres secteurs, il y a forcément des choses qu'on peut transposer à cette laine pour créer de nouvelles matières. Et donc, j'ai mené un projet de recherche avec un labo qui s'appelle le CETI, qui est basé à Tourcoing, qui est le Centre européen des textiles innovants, et on a créé un non-tissé. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à une façon différente de lier les fibres de laine entre elles sans passer par la casse-fil et tissage, qui était donc pas très intéressante avec les laines d'ici. Alors, merci de ce témoignage. On vous retrouve tout à l'heure. On fait durer le suspense pour savoir ce que devient ce non-tissé. J'ai envie de venir vers vous, justement, Denis Vicentini, parce que vous partez aussi, vous, d'un état des lieux qui vous interpelle à un moment dans un parcours d'ingénieur, mais aussi exploitant agricole, sur une exploitation auquel vous tenez justement tout en ayant repris en 2013 l'entreprise dont on va parler maintenant, qui est une entreprise spécialisée dans la mécanique agricole et la mécanique. Et à l'époque, il y a 4 salariés, aujourd'hui il y en a 16. Et la différence entre les deux, c'est qu'entre les deux, vous avez déposé 4 brevets. On vient d'entendre parler d'innovation avec notre invité. Vous aussi, vous êtes totalement sur l'innovation. Déjà, pourquoi et à quel moment vous êtes dit, mais l'agriculture que l'on mène ou que d'autres mènent ne respecte pas les sols ou ne respecte plus les sols? Il part d'où le constat? Bonjour et merci. Donc vous l'avez dit, j'ai 2 casquettes. Je suis chef de l'entreprise de Commun Industrie. Vous êtes tous plein de casquettes ce soir, vous allez voir là. Et je suis aussi agriculteur. Donc c'est avec la deuxième casquette qu'un jour, je réalise qu'on a un problème dans nos pratiques agricoles à la suite de la préparation de ma parcelle pour semer ma culture. Un orage tombe et emporte toute la terre en bas du champ, qui finit dans les fossés et qui va finir un jour dans la Gironde et dans l'océan. Et donc là, ce jour-là, je me suis dit, il y a un problème. Il n'est pas concevable qu'on puisse perdre un patrimoine, c'est un réel patrimoine, un capital, celui qui nous permet de produire nos cultures et nos denrées alimentaires. Donc, effectivement, ce phénomène d'érosion des sols, il n'est pas naturel. Il existe dans les parcelles agricoles. Il n'existe pas dans les bois, dans les prairies. Il existe sur les terres travaillées. Et c'est une conséquence de ces pratiques qui sont basées sur le travail intensif du sol, qui fait que ce sol a été déstructuré en quelque sorte. Il a perdu sa cohésion, il n'est plus capable de résister aux aléas du climat. Alors, le constat, il est fait. Et là, vous vous dites, avec des machines, je peux peut-être faire en sorte de le préserver. Et c'est là qu'on démarre l'histoire avec la deuxième casquette. C'est ça. Donc, toujours à la première casquette, je me forme, je pars en formation et là, je rencontre d'autres agriculteurs. Je pars en formation sur ce thème-là de l'agriculture de conservation des sols, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je rencontre des agriculteurs avec qui je noue des liens et on réfléchit à ce moment-là on imagine des nouvelles pratiques agricoles qui permettent de produire sans dégrader les sols. Alors, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ou 40 ans, c'est pas très développé en France, ça commence là maintenant. Ça vient des États-Unis, du Brésil, parce que là-bas, ils ont des climats qui sont quelquefois plus
plus vigoureux que chez nous. Mais la difficulté, en fait, c'est que ce qui aujourd'hui n'est pas très courant, moi, je ne connais personne qui sache faire ça, c'est de pratiquer cette agriculture conservation des sols en bio. C'est-à-dire ne plus travailler la terre et ne plus utiliser de chimie. Or, le bio, il ne peut pas s'appasser du travail du sol pour lutter contre les mauvaises herbes, puisque c'est sa principale problématique. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à des nouvelles pratiques. Et nouvelles pratiques veut dire nouveaux matériels. Et c'est là que j'interviens. Alors, vous intervenez avec la deuxième casquette. Là, il faut être beaucoup moins modeste. Il faut nous expliquer, parce que cette machine, elle existe. Il y en a même plusieurs dans la gamme. Vous avez créé une marque. Elle s'exporte même. Je crois qu'il y a des clients au Canada, entre autres. Elle fait quoi, cette machine, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, et tant mieux pour vous, vous êtes celui qui est en train de montrer un peu l'exemple, même si vous avez du mal à le dire? Elle s'explique. Enfin, elle fait quoi? On voit quelques images en plus. En fait, la machine, elle ne va pas remplacer des matériels existants. Ça ne marche pas. Elle s'appuie sur des nouvelles pratiques agricoles. On s'appuie sur l'utilisation des couverts végétaux. Donc, un couvert végétal, c'est quoi? C'est une culture, on dit culture intermédiaire, c'est-à-dire culture entre deux cultures qui sont destinées à nous nourrir, à nourrir les hommes. La culture, c'est pour nourrir les hommes. Le couvert végétal, c'est pour nourrir le sol. Donc on s'appuie sur ça. C'est la pierre angulaire, c'est le pilier principal de l'agriculture conservation des sols. Et la question, c'est comment je détruis ce couvert sans dégrader les sols? Comment j'implante mes cultures suivantes dans ce couvert? Donc ça veut dire quel type de plante on utilise, à quel moment on le détruit, quelles sont les densités, etc. La complexité, elle est là. Le matériel, en quelque sorte, il est relativement simple. On a deux gammes d'outils. On en a un pour détruire les couverts végétaux, donc ce que je viens de citer, et la deuxième pour prendre le relais du travail de la première. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détruit le couvert, on a implanté notre culture, et la nature est rien. Horreur du vide, un sol nu dans la nature, ça n'existe pas. Il y a toujours des mauvaises herbes qui vont pousser. Et il faut les gérer, et là, c'est le deuxième outil qui intervient. Alors, on est dans la journée de l'économie, on essaye de donner de l'espoir. On en a eu tout à l'heure grâce au PDG de l'INRAE. Qu'est-ce que c'est le plan de développement pour vous aujourd'hui de cette entreprise? Comment vous voyez les 3 ans, les 5 ans qui viennent avec cet atelier et cette nouvelle marque? Je ne me projette pas à 5 ans. Il est terrible. Aujourd'hui, c'est difficile de se projeter sur deux. Mais bon, on a la chance de tomber au bon moment, en fait. Ça, c'est important. Pourquoi le bon moment? Je m'intéresse à ce sujet depuis une dizaine d'années, et je vois depuis... au départ, on nous prenait un peu pour des farfelus, quoi, hein. Les voisins, quand ils m'ont vu la première fois écraser ma parcelle et puis venir semer directement dedans, et ils m'ont dit ça va pas marcher. Bon, effectivement, ça n'a pas toujours marché. C'est pas aussi simple que ça. Mais là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, et on a de plus en plus de gens qui viennent, qui nous sollicitent et qui essayent de comprendre ce qu'on fait. Ça ne va pas exploser parce que... ça ne va pas exploser, ça ne va pas aller très très vite, parce qu'il faut apprendre. C'est compliqué. L'agriculture traditionnelle, qu'elle soit bio ou conventionnelle, ce n'est pas le sujet. C'est relativement simple. On travaille le sol, on implante la culture, et après on met de la chimie, et ça marche. Là, on ne travaille plus le sol. On met des plantes qu'on va détruire, mais on va essayer d'implanter les autres derrière. Enfin, il faut comprendre tout ce qui se passe dans le sol, c'est ça qui est compliqué en fait. Et donc ça demande de l'apprentissage, ça demande d'être convaincu qu'il faut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et alors justement, je reviens vers vous, mais je voyais Jean-Louis Dubourg qui hochait de la tête. Oui. Je ne sais pas si je dois vous mettre dans les farfelus avec votre casquette du méthaniseur qu'on a visité tout à l'heure et dont on va parler tout de suite. Non, mais et surtout, je voudrais vous faire réagir. Est-ce que c'était un métier facile qui devient plus compliqué, et est-ce que c'est le bon moment? J'aime bien cette expression. Oui, enfin, je pense que c'est le moment. Ensuite, moi, ça fait une trentaine d'années maintenant que je fais de l'agriculture, et je vais dire j'ai de moins en moins de certitudes. Je suis en conventionnel et en bio, mais j'ai de moins en moins de certitudes sur ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, ça, j'ai un bon catalogue. Mais ce qu'il faut faire, c'est les règles changent tout le temps, les règles économiques, les règles techniques. La météo, chaque année, est atypique. Hein. Tous les ans, on a une année en agriculture, on a une année atypique que l'on n'a jamais vu, qui se termine toujours par un bon millésime en viticulture.
Mais chaque fois, c'est un problème différent à résoudre et c'est ce qui est passionnant, c'est qu'on n'est pas. Il faut se servir des recettes qui ont échoué pour ne pas recommencer. Voilà. Alors, avec ces certitudes qui sont celles de vos leçons de l'expérience des 30 années, vous avez quand même pris une décision importante. Vous êtes avec 3 associés. On est à quelques pas d'ailleurs de cette unité de méthanisation. Je rappelle le contexte. Il y a 1200 hectares de cultivés à 4, donc il y a une exploitation conséquente. Et vous avez pris une décision donc de créer cette unité de méthanisation. Est-ce que ça vient répondre, et on va vous la faire préciser, mais est-ce que ça vient répondre à avoir l'assurance d'avoir un revenu fixe par rapport à ce qu'on vient de décrire sur la situation difficile d'une année sur l'autre? Alors, effectivement, la méthanisation, c'est normalement, puisque je ne peux pas parler de ma grande expérience de méthanisation, ça fait 3 mois qu'on injecte du gaz. Mais normalement, c'est une activité cyclique basée sur le mois, avec un prix de vente garanti pour 15 ans, à quelques indices près. C'est quelque chose qui n'existe pas en agriculture classique. Et donc on a pris ça aussi, cette option, pour l'aspect économique, sécuriser un peu nos activités agricoles, mais aussi pour compléter ce qui vient d'être dit. On implante des intercultures l'hiver, mais on ne les détruit pas, nous on les récolte pour les ensiler et faire du gaz. Mais par contre, on utilise pleinement l'activité racinaire de ces cultures intermédiaires que l'on a implantées pour structurer le sol, avoir une meilleure capacité physique du sol, avoir une meilleure résistance au vent de sable lorsqu'on implante nos cultures de printemps. Alors, on va se dire quand même qu'il n'y a pas que la question du revenu fixe qui vous a motivé. On est aujourd'hui sur un débat sur la transition, la transformation. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se met à 4 autour d'une table pour investir beaucoup d'argent, parce que vous allez nous dire le montant de l'investissement? Oui, au total, une fois qu'on aura fini l'installation, on sera à 5,7 millions d'investissement. Peut-être un peu plus, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, ce qui nous a motivés, c'est plusieurs choses. Ce que je viens de dire d'abord, l'aspect économique aussi, et puis l'aspect utilisation du digesta, qui est un fertilisant naturel, qui va nous permettre de fertiliser nos parcelles avec un fertilisant qui est très faiblement chargé, mais facilement assimilable par les plantes. Et puis, c'est aussi de participer à de l'économie locale, c'est utiliser la puissance de la nature, la puissance du soleil et des heures d'ensoleillement d'hiver pendant lesquelles on ne ferait pas grand-chose. Et puis l'été, on utilise aussi nos parcelles en fin d'été pour produire du maïs. Et puis c'est produire une énergie locale qui est injectée, le gaz est injecté dans le tuyau à Saint-Jean-d'Illac. Et donc notre gaz est produit localement, consommé localement. Donc c'est aussi un modèle que nous, on trouve vertueux. Alors, justement, pour qu'on imagine un peu en mètres cubes, je pense que l'observateur lambda ne comprend pas ce que ça veut dire. Je sais qu'en ce moment, vous sortez près de 200 mètres cubes heure de gaz, mais en nombre de foyers ou d'usages que ça peut faire, ça représente quoi? Parce qu'on est toujours un peu en recherche d'exemples. Alors, 190 mètres cubes heure. Donc, quand on achète du gaz, on achète des kilowattheures. Et donc, c'est l'équivalent de 2000 kilowattheures produits en continu, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 non-stop, donc ça pourrait... vous ne l'avez pas encore transformé en foyer bordelais, mais... Non, c'est quelques centaines de... Ah, plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Souffle Jean-François Clédel, qui est en train de prendre des notes. Oui, parce que je n'ai pas l'habitude de... Alors 6000 constructions au RT 2012. Très bien. Donc voilà, 6000, ça parle. 6000 maisons demain grâce à ce qui s'est passé. C'est des notions que nous, on produit du gaz dans des mètres cubes et on a l'habitude de fonctionner. Moi, vous inquiétez pas, Jean-Louis Dubois. Ce qui est intéressant, c'est le mot digesta, parce que vous le savez mieux que moi avec votre casquette de président de chambre consulaire. Le mot peut faire peur. On a vu des communes sur d'autres projets, et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on insiste sur les différents digestats pour le grand public et même pour les gens qui sont en train de nous suivre et qui seraient intéressés pour s'engager ce genre de mission. Pourquoi le vôtre de digesta est utilisable sur les cultures et que certaines communes, par ailleurs, refusent du digesta sur leurs terres à cause de la pollution? Je crois qu'il faut être précis là-dessus, sur l'origine. Alors, nous, la capacité de notre installation, c'est qu'on utilise des cultures qui sont produites chez nous
et on met dans notre méthaniseur, on ne met que des produits végétaux, connus et qui ont la capacité de se décomposer très rapidement. Et donc, s'ils se décomposent très rapidement, le digestat qui est produit, donc qui est le résidu, ce qui reste une fois qu'on a enlevé le gaz, n'a pas d'odeur ou très très peu d'odeur. Enfin, on n'arrive pas, très peu d'odeur, enfin à peine perceptible. En revanche, il y a des projets de méthanisation qui utilisent des bouts de station d'épuration, des produits issus des résidus d'abattoirs, de poissons. Et donc là, on produit du gaz de la même manière. Par contre, ce sont des produits qui se décomposent plus difficilement, qui doivent rester plus longtemps dans l'installation, qui nécessiteraient pour obtenir les derniers pourcents d'avoir des installations très, très importantes. Et donc, les opérateurs ont tendance à limiter et à avoir un digestat qui est moins décomposé que les digestats agricoles comme les nôtres, d'où la présence d'odeur, d'où la présence aussi de produits polluants que l'on peut retrouver et qui ne sont pas détruits par le processus. Et nous, notre souhait, c'est que tous les 4 associés ont produit beaucoup de biens alimentaires à destination humaine, et on ne veut surtout pas prendre le risque de froisser nos clients et le consommateur final qui est au bout. Ok, je crois que c'était important de le préciser. Alors justement, parler de l'exploitation en tant que telle, hein, du gaz et puis de ses débouchés, on va faire ça aussi avec Muriel Moreau qui est restée avec nous, puisqu'on avait fait un peu de teasing tout à l'heure. Est-ce que Muriel est toujours là ? Oui. Oui, donc on en était resté à cette fameuse laine qui était prête à utiliser. Aujourd'hui, on en est où ? Et est-ce qu'on peut déjà trouver des produits réalisés avec cette laine du Béarn, qui vous est cher, parce que c'est votre terre d'origine, j'ai oublié de le répéter pour ne pas me fâcher avec les Béarnais, et du Pays Basque ? Oui, alors après donc le projet de recherche, on a mis au point, parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas parlé du produit, un isolant qui a vocation, donc c'est pour le secteur textile, et en fait ça a vocation à remplacer les isolants en polyester qu'on utilise généralement pour isoler les parkas, les manteaux, les vestes, les sacs de couchage, les gigoteuses. Sauf chez Pyrenex qui prendra la parole après vous, parce qu'ils font que dans la plume d'oie et le duvet, hein, donc. Et le canard. Exactement. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'idée, c'était de capitaliser sur les propriétés naturelles de la laine. Et donc, on a mis au point ce produit, donc qui est terminé et donc commercialisé depuis début juillet. Et là, je travaille avec un atelier au Pays Basque cette fois-ci, qui sort la première veste d'ici 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut projeter, puisque je sais qu'il y en a un qui est un peu discret sur les plans de développement et le business plan en Lot-et-Garonne. Je sais que vous avez des ambitions que vous les affichez, Muriel. C'est quoi le projet maintenant ? Oui, alors je suis aussi, je me projette pas. Mais je veux pas la modeste. Dites tout ce que vous ambitionnez de faire. Alors déjà, faire en sorte que ça marche, que ce produit-là, de transformer avec toutes les marques avec qui je suis aujourd'hui en discussion. C'est vrai qu'il y a il y a une très bonne réaction du côté des marques qui souhaitent aller vers un sourcing qui est plus responsable et qui n'ont pas forcément le loisir d'avoir des fournisseurs qui ont une vraie transparence. C'est-à-dire que là, vous pouvez même aller acheter le fromage des bergers. Donc chaque étape est parfaitement transparente. Toujours, toutes les décisions sont prises avec une notion d'impact environnemental réduit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui sont très sensibles à ça. Après, l'idée, c'est de transformer, c'est-à-dire qu'il y a forcément une petite barrière prix. Faut convaincre les usines aussi de travailler avec un produit organique et de laisser de côté un petit peu le polyester qui est facile à travailler, tout blanc, tout beau. Mais on a réussi à faire un produit qui s'en rapproche vraiment.
Donc voilà, donc ça c'est les ambitions court terme. Les ambitions moyen terme, c'est d'autres projets de développement, parce que là, même si on vend beaucoup de parkas, on a quand même 1200 tonnes, donc voilà. Et puis il y a des laines qui sont trop rustiques pour être valorisées dans cette application-là. Donc il y a des projets de recherche et développement, toujours pour faire des matières dans le secteur textile, des matières imperméables, et aussi on a un projet de bioplastique. Voilà, pour être une alternative aux matières pétro-sourcées, mais sur d'autres objets du quotidien, mais du coup à base de laine. Voilà. Bien, tout à l'heure, le président des PDG de INRAE parlait d'espoir. Je crois qu'on a une belle leçon d'espoir. On en avait 2 avec vous, messieurs aussi. Je voudrais juste une conclusion avec votre casquette. Vous en avez 3 aujourd'hui, de président de la Chambre d'agriculture, certes de la Gironde, c'est pas tout à fait le Pays Basque et le Béarn. Quand vous entendez des jeunes personnes qui arrivent avec des projets comme ça, vous vous dites, on va dans le bon sens, il se passe quelque chose, ou est-ce que c'est l'exemple qui, malheureusement, est assez rare? Comment vous regardez cette évolution en ce moment par rapport aux thématiques du jour? Non, mais c'est encourageant de voir qu'il y a des personnes des projets qui vont dans ce sens-là. En agriculture, on le voit beaucoup, avec beaucoup d'agriculteurs qui s'installent sur des productions nouvelles et des engagements de certification et de production originale que l'on ne voyait pas auparavant ou qui avait été abandonnée. Ouais. Denis, vous partagez ce regard ou vous êtes un petit peu encore à vous dire je me sens seul et isolé? Non, effectivement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec votre voisin. Si, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, oui, effectivement, il y a une réelle prise de conscience. Je disais tout à l'heure, les agriculteurs voient bien que leur système arrive au bout. On continue malgré tout parce qu'il y a une grande inertie. C'est un peu de l'industrie lourde de l'agriculture finalement. Il y a de l'inertie dans les habitudes. Il y a une transmission de père en fils, du patrimoine familial. Donc le père évidemment regarde souvent d'un mauvais œil quand le fils veut travailler d'une façon différente de ce qu'il a pratiqué depuis toujours. Donc ça, mais il y a réellement une prise de conscience et tant mieux. Et ce qui moi m'anime, ce qui me permet d'avancer, c'est que au-delà de l'aspect purement économique, parce que c'est nécessaire pour le développement de l'entreprise, mais c'est un projet qui a du sens, quoi. C'est un projet qui permettra aux générations futures de continuer à bien se nourrir. Ce qui ne sera pas le cas, qui risque d'être délicat en tout cas, si on ne change pas ces pratiques. On le voit tous les jours. Chaque fois que la Garonne est marron, c'est des milliers de tonnes de terre qui ont disparu. Et sans terre, on ne fait pas d'agriculture. Pas beaucoup. Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'agriculture va évoluer. Philippe Mauguin l'a dit. Et moi, je suis persuadé que les prochains emplois de l'agriculture, c'est pas ce que l'on voit actuellement, des personnes qui se baissent pour ramasser des herbes à la main. Mais donc... maintenant, ils peuvent les broyer ou je ne sais pas comment on dit avec le matériel. L'idéal, c'est quand les cultures sont en place, pouvoir repérer les mauvaises herbes et les arracher une par une. Et ça, c'est la robotique, c'est l'industrie. Et on a beaucoup d'efforts à faire là-dessus, beaucoup de recherche et développement. Il y a beaucoup d'innovations à venir. Et moi, je crois beaucoup aux nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Eh ben on fait le pari, on se donne rendez-vous dans quelques années pour faire le point avec vous. Merci à cette première table ronde. On tient notre timing, vous pouvez les applaudir effectivement. Les questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, elles me sont transmises, on verra ça tout à l'heure avec nos invités. Merci à Muriel depuis le très beau Pays Basque. Et on salue la Béarnaise Calais, comme ça on se fâche. Je le répète avec personne, puis on salue aussi Biarritz et Bayonne en même temps, comme ça on ne se fâche pas avec les rugbymen. Deuxième table ronde, c'est tout de suite avec Cécile Detand-Descendre, pardon, j'étais en train de chercher le deuxième nom de Cécile Detand-Descendre, qui va nous parler d'un très beau château, mais pas que, dans le Pessac-Léognan. Nicolas Fillon, directeur général de 200 Gauss, qui nous rejoint aussi. Éric Bacheret, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait pas s'il ne va pas aller chercher de la matière première bientôt au Pays Basque. Le directeur général de Pyrénex, c'est dans les Landes, ce qu'il faut le préciser. Et puis Christophe Gélibert, un tapissier décorateur qui est en Charente, dans une communauté de communes qui s'appelle Val-de-Bonnieure, que tout le monde connaît.
Je plaisante avec ça, Val-de-Bonnieure, donc Merci. allez, nord-est d'Angoulême, on va dire. Voilà, c'est qu'ils ont changé le nom des communes, on plaisantait de ça tout à l'heure avec Christophe Gélibert qui en vient. Je suis ravi de vous avoir, tous les quatre, parce qu'on est, tout le monde est ravi de vous avoir. Je ne personnalise pas, c'est vraiment une table ronde, je trouve, qui est représentative des évolutions. On vient d'en parler, on vient de voir que l'innovation primait, que plein de choses se passaient. On a l'impression que c'est radical. J'ai envie de commencer par vous, Nicolas Fillon. J'ai envie de dire, on ne vous présente plus, mais on va quand même le faire. C'est 200 gosses. Alors, je dis on ne vous présente plus parce qu'on a eu la chance de vous remettre les trophées des Néo-Aquitains avec la région et Sud-Ouest, trophée de l'entreprise de la Nouvelle-Aquitaine de cette année. On vous a mis en avant et c'était largement mérité. Vous avez fait un choix draconien qui était de passer de la production de produits phytosanitaires, je vais caricaturer, vous me reprendrez, à des produits bio. Et vous en êtes le leader européen. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est simple. La question qu'on entend là, c'est, et on l'a vu avec Philippe Mauguin, est-ce qu'il faut un peu de temps ou est-ce qu'il faut à un moment prendre le virage et on assure et on y va? Qu'est-ce que vous diriez, vous, avec votre expérience? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'abord. Alors, du temps, en fait, on voudrait bien en avoir, mais je ne suis pas sûr qu'on en est vraiment disponible. Je pense que la vision des entreprises elle est d'abord impactée aussi par des attentes sociétales. Et dans ce que vous évoquez sur la transformation de l'agriculture, c'était aussi l'objet de la table ronde et de l'introduction de Philippe Mauguin, c'est qu'en fait, il y a une pression très forte, une attente qui est énorme. On l'a vu dans les témoignages. Donc, il faut arriver à jongler entre le temps de l'innovation et de la recherche et développement. Et dans notre métier, c'est 10 ans au moins, avec en même temps des attentes qui sont très fortes. Donc nous, en tout cas, le virage, pour répondre à votre question, il a été effectivement radical. Et il faut arriver à faire concilier cette vision avec l'audace, la prise de risque, arriver à emmener tout le monde, donc à la notion d'équipe, de cohésion, et puis effectivement jongler avec le temps du compte de résultat, qui est tout de suite, là, la fin de l'année, et puis le temps de l'innovation qui, lui, est beaucoup plus long. Plus encore, et je reste avec vous, puis ensuite vers nos amis, comment on décide à un moment d'abandonner un marché, donc du chiffre d'affaires, pour aller vers un autre marché qui n'est pas encore apporteur, lui, de chiffres? Est-ce qu'on se met en danger ou est-ce que à ce moment-là, on jongle entre le passé et le futur? En tout cas, nous, notre expérience, c'est clairement se mettre en danger. On a abandonné donc des parts importantes dans les anciennes activités. Donc, quand vous faites ça, forcément, vous prenez des risques. Alors, vous espérez toujours qu'ils soient calculés. Mais dans une entreprise, en tout cas, c'était le cas de la nôtre, vous avez évidemment une résistance au changement. Donc, en tout cas, moi, quand même, je me suis fait une petite conviction là-dessus, c'est que si vous ne faites pas un virage justement assez radical, les habitudes reprennent le dessus et puis vous vous enfoncez. Donc, je crois qu'à partir du moment où vous avez une vraie conviction, et moi je l'ai entendu d'ailleurs dans les propos des intervenants de la table ronde, ensuite, il faut foncer. Donc là, je crois qu'il n'y a pas trop de place au compromis. Et ça veut dire que et ça fait le lien aussi, je crois que vous parliez de 200 gosses, mais nous on a eu une chance, et on l'a toujours, qui a été incroyable, c'est qu'en fait on est les actionnaires principaux de l'entreprise. Les salariés. Donc les salariés, 600 salariés au capital maintenant, 100 à l'origine. Ouais. Donc on a eu la patience de faire des compromis sur justement les économiques en se disant on ne se trompe pas, il faut aller vers les solutions naturelles, l'agriculture va se transformer et puis on jette ce que l'on ne veut pas. Voilà. Donc il faut arriver à mettre tout ça en cohérence, mais oui, on a pris des risques et puis on a eu la patience en tant qu'actionnaire salarié de se dire on est dans une approche de long terme et puis on le fait ensemble. Alors, Cécile de Temps de Centre, j'imagine que ça vous parle, mais alors bigrement, ce qu'on vient d'entendre, parce que là, vous avez encore quelqu'un à 2 casquettes minimum, puisqu'on vous connaît comme présidente d'un château dans le Pessac-Léognan, mais ce n'est pas votre château, même si vous êtes la présidente, parce que vous êtes aussi directrice scientifique à l'INRAE. Une histoire incroyable. L'INRAE possède un château en Pessac-Léognan qui produit un grand cru, et c'est aussi aujourd'hui un laboratoire. Expliquez-moi comment on jongle avec les 2 casquettes, un peu comme chez Nicolas Fillon. Alors oui, j'ai coutume de dire qu'on n'est pas une entreprise comme les autres. Alors toutes sont uniques, mais nous on est uniques. Donc on est une SAS, capitaux privés, mais propriété de l'Institut de recherche dont Philippe vous a présenté les enjeux et les missions.
Donc, on est ce château. Alors, un petit peu d'histoire. INRA, maintenant INRAE, a acheté 35 hectares à Pessac, dont 11 hectares en crue classée de Grave, il y a 50 ans. C'était un moment où le Bordeaux n'allait pas bien. Sur ces 35 hectares, il n'y a plus que 2 hectares de vignes. Donc pendant toute une période, on fait de l'expérimentation. C'est une unité expérimentale comme une autre. Puis petit à petit, on restructure, on replante et se pose la question, c'est pas notre métier. On n'est pas là pour faire du vin, on est là pour faire de la recherche. Donc on se dit, bon, on le garde pas. La décision est prise de garder le château et d'en faire un démonstrateur. Alors ce démonstrateur, son objectif, c'est de faire du vin de grande qualité, et c'est ce qu'on fait, mais en même temps en offrant un espace où on expérimente les recherches qui sont faites dans nos laboratoires. Alors concrètement, on a bien compris, laboratoire et puis centre d'essai phénoménal, et quelle notoriété. Comment aujourd'hui, même si ça peut paraître banal, vous êtes en train de basculer vers le bio, et qu'est-ce que ça entraîne comme changement, puisque vous êtes bientôt bio, hein, vous êtes... On n'a plus... Alors, SAS en 2018, début de la conversion bio en 2019, donc notre première récolte en bio sera l'an prochain. Il faut le préciser peut-être pour ceux qui ne savent pas, il faut au moins 3 ans. Oui, voilà. Il nous faut 3 ans de conversion avant de voir le label. Donc ça veut dire 3 ans où vous subissez les contraintes de la transition sans pour autant la valoriser sur le marché. Alors nous, on avait une chance énorme. C'est pour ça que quand De Sangos nous explique qu'il y a un moment où on prend la décision, c'est ça. À un moment, on prend la décision, mais pour autant, on avait toute une trajectoire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, nous, on était sortis du glyphosate depuis 20 ans, on réensemençait les interrants, on avait replanté des haies. Enfin bon, on avait déjà fait tout un travail. Et donc la conversion, elle était finalement, elle s'imposait à nous. Donc on a cette conversion en bio, mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir le modèle économique du bio qui nous permet de valoriser notre production mieux qu'en conventionnel, mais on peut comme ça mettre en œuvre. Alors tout à l'heure, M. Dubourg disait le plus je fais, le moins je fais. Et c'est le cas. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de mobiliser l'ensemble des connexions sur nos labos. Alors comment mieux adapté au changement climatique. Là, on a vu qu'on a eu des gels vraiment importants, donc on essaie de voir comment on va articuler l'ensemble de ce qu'on sait dans les labos pour mieux se défendre contre le gel. On a des problèmes d'attaque fongique, comment on va faire avec le cuivre. Donc tout ça, on mobilise nos connaissances de chercheurs sur une exploitation qui est soumise au marché. Alors, Cécile de Temps de son nom bien, elle est soumise au marché, mais les gens qui nous suivent, et on l'espère assez nombreux, et on est là pour au moins suggérer, peut-être donner des idées. Ils disent oui, ils sont gentils, mais eux, ils ont quand même tout l'INRAE derrière eux. Comment moi j'en profite concrètement? Est-ce que, si le mot n'était pas galvaudé, est-ce qu'il y a ruissellement de votre expérience vers d'autres? Et est-ce que justement autour de vous, on vous dit non, débrouillez-vous, un petit peu comme notre ami avec ses machines tout à l'heure, ça ne va pas marcher? Ou est-ce que vous êtes regardé attentivement? Et j'en profite pour saluer l'arrivée de Guillaume Rioux. Le sujet va le passionner, puisque je rappelle que c'est le nouveau vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qu'il a été longtemps président de la Fédération nationale agriculture bio. Alors, bonjour. C'est une chose sûre. La maison INRAE est un vrai soutien. D'abord parce que c'est un actionnaire qui accepte de prendre le risque. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, on a le soutien des hommes. Et ça, une transition, elle ne se fait que avec les hommes. Et donc, on a les gens qui sont dans le domaine, qui y croient, mais on a aussi nos chercheurs qui viennent et qui nous accompagnent. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Alors le ruissellement, on a des discussions importantes avec l'association des crues classées qui attendent aussi, qui nous regardent et qui disent allez-y, parce que c'est vrai que nous, on peut prendre certains risques, mais parce qu'on a une connaissance et on a tout ce capital humain qui nous accompagne. Nicolas Fillon, quand vous entendez INRAE dire allez-y, est-ce que vous avez connu l'inverse et on vous a dit n'y allez pas? Oui, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. On a toujours tendance à reproduire les schémas et l'industrie en général, elle vient de passer quand même 40 années dans un schéma traditionnel. Ça a été évoqué là aussi. Donc forcément, vous avez un environnement général qui vous dit ne bougez pas.
Après, je crois qu'il y a un dénominateur quand même dans l'ensemble des interventions aujourd'hui, c'est quand même la notion d'innovation. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, c'est ce qui nous rend particulièrement optimistes, c'est quand même toujours venu d'une rupture. On a dit, moi, je vais plus labourer, je vais plus avoir les tonnes de terre dans la Garonne, je vais faire autrement. Donc, je crois que le vrai sujet, il est quand même à ce niveau-là. Et quand vous avez l'audace et que vous osez, et que vous tournez vers l'innovation, forcément, les schémas traditionnels, ça ne s'inscrivent pas vraiment dans cette dynamique. Alors, Christophe Gélibert, vous êtes le responsable recherche et développement de chez Gélibert, vous êtes le responsable tapissier de chez Gélibert, Oui. vous êtes le responsable de la comptabilité de chez Gélibert. Non, j'ai 3 associés. Voilà, mais il a 3 associés. Ce que je vais vous dire, c'est que vous, quand vous les entendez, vous vous dites, ça doit être extraordinaire, mais vous avez quand même réussi à avoir un prix d'innovation avec un meuble qui nous éloigne un peu de l'agriculture, mais il y a des produits naturels dans les coussins, donc ça va nous y relier, et tout ça, c'est de l'économie. Oui, et je dépends de la filière bois aussi. Et vous dépendez de la filière bois. Justement, vous revendiquez, et le titre de l'innovation 2017, le prix, le valider comme ça, premier canapé durable et recyclable, je précise les 2 mots. En quoi il est durable, votre canapé fait en Charente ? Alors en fait, il a été conçu d'une façon, ça s'est retrouvé par l'intermédiaire de clients qui m'ont remonté des informations sur le fait qu'on ne trouvait pas de canapé justement qui soit à la fois recyclable, modulable, interchangeable, où on peut éviter de créer des déchets. Donc on a travaillé, on est parti sur un cahier des charges et on a travaillé sur le fait d'inventer un canapé qui allait justement être en éco-conception et en plus le sourcing, c'est-à-dire tout ce qui est matière première. On va le préciser, sourcing. Alors on va faire plaisir au vice-président de la région. Je crois qu'il y a du bois qui vient de Deux-Sèvres. Oui. Alors là, on peut pas. C'est pas encore exigé au niveau de. On espère plus tard. Peut-être qu'on est en avance un peu sur notre temps. Notre sourcing et nos matières premières sont, quand on le dispatche à l'unité du canapé, on est à peu près à 14 km d'empreinte carbone. D'accord. Donc le contreplaqué est fabriqué du côté de Niort, dans l'entreprise Alain Levano, peuplier de Touraine. Ouais. Donc un produit qui est suivi, qui est replanté, qui est, on va dire que tout est fait par rapport à notre cahier des charges pour respecter l'environnement. Au niveau de la mousse, on a la chance d'avoir un fabricant, le premier fabricant européen qui est à Libourne. Et au niveau de tout ce qui est la ouate et les emballages, d'ailleurs après peut-être qu'on pourra travailler avec la laine, voilà. Et sur Chalut, dans Limousin. Pardon, Chalouis-Limousin. Oui, Limousin. Voilà. Donc, c'est ça faisait partie aussi de notre exigence. Durable, on a compris. Recyclable, en quoi il est recyclable ? J'ai l'impression que les canapés repartent dans le recyclables. Sens où, comme nous avons utilisé que des matières premières nobles, le contreplaqué est assemblé, n'est pas collé, il est vissé. C'est ça, on dit pas de colle du tout. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de colle. Le tissu, une fois que votre canapé a 10 ans, 15 ans, le tissu est démonté et réutilisé pour faire de l'isolant. La mousse est démontée passe dans des machines pour faire du rembourrage de coussins. Et le contreplaqué, soit le caisson est réutilisé, réemployé, ou alors est utilisé pour un autre corps de métier. Donc on a bien compris, il y a un produit, on vient tout de suite tout à l'heure, comme on a fait avec Muriel tout à l'heure, voir ce qu'il devient. On va venir chez vous. Alors là, la production chez vous, évidemment, elle n'a rien à voir, Éric Bacheret, avec ce qui se passe, parce que c'est une longue histoire chez Pyrenex. On parle beaucoup cet après-midi, et c'est le but, de ces entreprises qui ont transformé, qui ont évolué. On parlait tout à l'heure du côté radical de la décision avec De Sangos. Est-ce que vous imaginez est-ce que vous pouvez imaginer vous aussi ce virage ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire comment vous, à un moment, vous avez dû prendre des décisions et assumer des choix, que ça soit de dire on va tout parier sur le fait en France et dans les Landes, par rapport à d'autres qui iraient chercher des coûts moindres, et comment ça se décide ? Alors d'abord, la plus grande transformation de Pyrenex sur les 10-15 dernières années, c'est de passer d'un état de fabricant renommé auprès de tous les distributeurs français et européens à une marque authentique et engagée. Donc ça, c'est notre transformation des 10-15 dernières années. J'ai pu échanger avec quelques personnes en parallèle là-dessus. Donc
Ensuite, donc vous vouliez savoir. On va aller plus loin parce que autrement Oui. les gens ne vont pas comprendre cette transformation. Ça veut Mais dire qu'aujourd'hui, c'est majeur. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de la vente tout est fait. directement et la Oui, marque existe en la tant vente que telle. directement, et puis la démarche de passer de fabricant à une marque, Voilà. ça veut dire qu'on doit avoir un projet de marque, on doit avoir une stratégie et on doit se positionner la marque sur un niveau de gamme, sur une distribution, etc., etc. Donc c'est tout un travail qu'on a pu effectuer ces dernières années qui nous a beaucoup aidé. Un des positionnements majeurs aussi de Pyrenex, c'est le développement durable, puisque nos produits sont réalisés en grande majorité avec de la plume locale, qui est, alors on a de la chance, hein, on a cet avantage depuis plus de 160 ans. Donc on est tombé dedans hein, quand on était petit, on va dire. Donc c'est vrai que cette plume, elle est ce qu'on appelle upcyclée. Aujourd'hui, c'est très moderne. On passe toujours chez Pyrenex entre tradition et modernité. Cette plume traditionnelle, aujourd'hui, on dit qu'elle est upcyclée. Donc elle est exemplaire sur le plan écologique et sur le poids environnemental en particulier. Donc on s'en sert beaucoup et on a, au-delà de la chance qu'on a de l'ADN de Pyrenex, on a développé ces dernières années beaucoup de bonnes pratiques autour de cela. On est certifié ISO 14001 depuis 2008. On a certifié, donc c'est dans le textile davantage, mais Ecotex depuis également le même nombre d'années. On travaille beaucoup sur les tissus recyclés. Par exemple, sur la dernière gamme de doudounes, on a des produits, des doudounes qui sont à 98% basés sur l'upcycling de la plume ou les composants recyclés. Donc on travaille ces arguments de manière Alors le forte. bon mot, c'est argument, c'est-à-dire qu'il faut faire savoir. Aujourd'hui, est-ce que la transformation que vous avez fait justement, c'est de faire savoir de plus en plus, et j'y reviens, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire je fais en France, et on en reparlera tout à l'heure, je fais de plus en plus en France, que ça soit pour la maison, parce que c'est 45% de votre chiffre d'affaires, Oui. on l'oublie, hein, que ça soit les... Oui, parce que Il n'y a pas que la doudoune chez Pyrenex, c'est bien de le rappeler, c'est 55% et le reste c'est la maison. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en avant justement cet atout-là, développement durable fait en France? Bien sûr, dans cet atout développement durable, notre fabriqué en France est essentiel. Aujourd'hui, on mesure la valeur ajoutée de Pyrenex à 90% réalisée sur notre site de Saint-Sevé. Donc effectivement, sur les doudounes, on a une opération, c'est le montage qui est réalisé soit en Tunisie, soit en Bulgarie, parce que tout simplement, la main-d'œuvre française ne rentre pas dans le prix d'une doudoune. C'est pas possible aujourd'hui, il y a trop de main-d'œuvre. Donc c'est pour cela qu'on est resté sur ce schéma-là pour la doudoune. Par contre, la literie est réalisée à 100% à Saint-Sevé. Les gestes autour de la literie sont beaucoup plus maîtrisables sur une fabrication française. Et la production aussi de la plume est réalisée aussi à 100% à Saint-Sevé pour la même raison, parce qu'on maîtrise cette matière depuis maintenant un siècle et demi et que les machines que l'on a nous permettent vraiment d'être compétitifs sur cette matière également. Donc Pyrenex, c'est ça, c'est 90% de valeur ajoutée sur la France et on le dit, on le fait savoir. Et dernièrement, c'est peut-être la question que vous avez posée, j'anticipe, c'est nous avons décidé de développer une unité de fabrication de doudounes 100% à Saint-Sevé, ce qu'on appelle le MIS. Alors c'est Made in Saint-Sevé, c'est facile. Donc ça a été un pari parce que cette main-d'œuvre sur la doudoune, elle reste toujours complexe et on a dû développer des produits particuliers qui sont basés d'abord sur des matières tissées qui évitent certaines opérations de montage, notamment autour du matelassage. Et donc on a innové, on a créé un nouveau produit. On n'a pas pris un produit fait ailleurs et donc amené à Saint-Sevé. Ce sont des nouveaux produits innovés et innovants que l'on a développés avec un certain succès et un bon positionnement prix aussi.
Alors, on va en parler du prix parce que ça rejoint aussi. Christophe Gélibert, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour qu'on parle aujourd'hui du canapé Made in Val-de-Bonnieure? Donc ça fait pas Miss, je suis désolé, il faut trouver un autre jeu de mots. Non, c'est Made in Charente. Made in Charente. Voilà, donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre prix innovation, à votre métier? Je le rappelle, hein, vous êtes un compagnon, vous avez été formé par un maître artisan, vous avez eu un papa qui faisait ça, un grand-père. Enfin voilà, il y a du métier comme on dit, Oui. et il y a maintenant cette innovation. Qu'est-ce qui manque? Il manque un banquier qui y croit, il manque des élus qui peuvent par hasard être dans cette salle qui y croient aussi. Qu'est-ce qui manque pour que ça marche? Je dirais pas qu'il manque un banquier, parce qu'un banquier, on peut toujours... Je pense que ce qui nous manque, c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'être entouré par les bonnes personnes et avoir des exemples comme Pyrenex. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir davantage de chefs d'entreprise qui ont passé justement ce stade. Nous, on est encore une TPE, on aimerait bien devenir une PME. Donc, c'est à nous encore d'aller vendre notre projet, d'aller expliquer l'intérêt qu'a notre pays, parce que le milieu de l'ameublement était quand même un milieu en France dans le 18e qui était quand même, on était un pays incontournable. Et j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé de trouver une innovation et on continue à travailler parce qu'on a d'autres projets innovants autour de l'ameublement pour justement redorer le blason de notre pays pour montrer qu'on existe dans l'ameublement et exporter, pourquoi pas. Et Éric Bacheret disait à l'instant que sur certains produits, malgré toute sa bonne volonté et l'arrivée de Miss, hein, j'insiste, il ne peut pas tout faire en France. Est-ce que vous n'avez pas le même problème demain si vous rentrez en production? Et est-ce que vous pouvez sortir un produit concurrentiel, bien qu'il soit recyclable et durable? Ou est-ce que c'est déjà là le pari qu'il est perdu? Ah non. Enfin, en ce qui concerne mon métier, parce que le vôtre, bien voilà, sûr. je connais bien le milieu de l'ameublement. Je pense que on a eu un tournant dans les années 70-80 où les métiers de l'ameublement ont été tentés justement à industrialiser tout. Parce qu'en fait, quand on regarde notre canapé, on a industrialisé l'artisanat. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, vous avez beau aller en Chine, vous avez beau aller où vous voulez, il n'y est pas. Et après, c'est à nous d'être capables de trouver les process qui nous feront et qui nous permettront de gagner du temps pour pouvoir produire des canapés et de l'ameublement de qualité tout en étant compétitif. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Je voudrais qu'on revienne là-dessus, justement, parce que c'est peut-être la clé pour tout le monde. Il y a la volonté, on a entendu, donner du sens, etc. Mais tout ça a un coût. Est-ce que pendant la Covid, on a entendu beaucoup, et on l'a dit ici avec des gens, avec Philippe Mauguin dans un débat, par exemple, et avec Eric Orsena, que les gens avaient changé, qu'ils évoluaient, et que ceux qui avaient les moyens, parce qu'il y a toujours une difficulté par rapport à l'argent, consommaient mieux et dépensaient plus. Est-ce que vous pensez que vous incarnez, avec le vin, avec de la tenue Pyrenex pour la maison, ou pour vous demain avec votre canapé, et peut-être aussi avec les produits bio par rapport au phyto, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment quand même une question d'argent et qu'il faut que le consommateur soit prêt? Je vous laisse ça, le premier qui veut répondre répond. Chez Pyrenex. Donc pendant cette crise, effectivement, on a constaté une évolution des comportements, notamment sur notre activité maison. Beaucoup de spécialistes de la consommation ont souligné que les consommateurs s'étaient retournés vers l'intérieur de leur maison et qu'ils avaient beaucoup travaillé ou travaillé parce que les maisons de bricolage, je crois, ont beaucoup tourné et également investi vers l'intérieur de la maison. Donc nous, on a pu le constater parce que l'activité literie, couette, oreiller, donc maison ou déco, on a une partie déco aussi, a beaucoup évolué pendant cette période. On a eu, même c'était presque la course pour livrer. On a réussi à livrer, heureusement, parce que je connais pas mal de nos confrères qui ont eu le même type d'augmentation de commandes, mais qui n'ont pas pu livrer, parce que cette crise a aussi généré d'énormes difficultés sur les approvisionnements. Oui, on en parlait sur d'autres et domaines, les transports. Voilà. Donc oui, on a vu des changements de comportement. Ma question on a l'impression qu'ils sont durables parce que c'est en train de se dessiner pour la suite. Nous, dans les mois qui viennent, on a une perspective quand même qui reste sur ce niveau d'activité. Donc c'est assez intéressant. On espère que ça va durer. Voilà.
Oui, tout à fait. Quid à l'INRAE de ce regard sur cette durabilité d'un peut-être phénomène de société? Alors, les travaux qui sont menés sur ces questions-là sont moins optimistes que vous. Alors, sur la partie alimentaire, voilà, sur la partie alimentaire, on a vu pendant le Covid clairement une demande pas tant de bio, mais surtout de local. Local, tout à fait. Et donc ça, clairement, on l'a vu. Et les travaux, alors on n'a pas encore suffisamment de recul parce qu'on est à peine sorti, mais la pérennité du surprix, enfin, voilà, du premium de prix que le client, enfin que le consommateur est prêt à payer, reste quand même très très fragile. Donc soyons prudents. Allez, dans un autre domaine, et puis on terminera cette table ronde. Nicolas Fillon, quid de positionnement prix quand on fait le virage radical et on reste dans notre sujet du jour de la transition? Est-ce que c'est le levier ou pas? Alors, sur le plan du phénomène Covid, nous on lit ça plutôt comme une accélération des grandes tendances plutôt qu'une rupture. Bon, ensuite, on ne peut pas vraiment simplifier, c'est-à-dire que tous là, autant qu'on est, on a besoin de toutes les agricultures. On ne consomme pas pareil le week-end, par exemple, que la semaine. On est content d'aller faire le marché et puis de passer du temps à cuisiner. Je ne pense pas que vous rentrez tous les midis pour faire une soupe ou le soir un pot-au-feu. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte aussi d'avoir des segmentations, ça a été évoqué. Et nous, l'ambition qu'on a dans cette transformation, c'est de servir toutes les agricultures. Parce qu'il y a besoin évidemment aussi de rester sur quelque chose qui, à mon avis, me semble clé. Ça a été évoqué, c'est le local. Et bon, ça fait un peu le lien aussi avec les débats qu'il y avait tout à l'heure sur la production. Nous, aujourd'hui, sur les 300 millions d'euros, on en fait 200 à l'international. Notre philosophie, elle est très claire. Tout ce qui est consommé en France, on le produit en France. Quand on est ensuite au Brésil ou aux États-Unis, on produit au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. On ne peut pas vouloir imposer aux autres territoires quelque chose qui serait une espèce de suprématie de la production française. Vous allez même plus loin en matière de ressources humaines, gardez le micro, car je crois que vous recrutez vos collaborateurs dans le pays et vous ne voulez pas d'expat ou très peu. Non, on a maintenant sur les 900 collaborateurs, on en a 400 à l'international, on a une personne à l'international, il est espagnol d'origine, donc il est retourné en fait dans son pays. Ça fait partie aussi, je pense, d'un sujet RSE qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer un autre jour, mais qui pour nous est un sujet de cohérence globale. Quand on part dans ces projets de transformation, il faut qu'on soit, je crois, humblement cohérent jusqu'au bout. Alors sur cette cohérence, Cécile de Tendescendre, on conclura. Moi j'aimerais bien qu'on parle justement du rôle, parce qu'on a entendu tout à l'heure que certains sur la première table ronde disaient que c'était peut-être le consommateur, en tout cas la pression de la société qui faisait qu'on évoluait. Je crois que vous croyez à ça, vous, pour le ruissellement demain, que les gens vont être un peu plus attentifs parce qu'il y aura une attente. Ce n'est pas le marché qui va leur imposer. Alors, nous, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il faut une combinaison. Et on ne peut pas réfléchir juste le système productif seul. Et alors, moi, j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure M. Pyrénex, où il dit, voilà, il faut... On va appeler Eric Pyrénex. Monsieur Pyrénex. Voilà, Monsieur Pyrénex. Il faut un projet, il faut des hommes, il faut une stratégie. Bon, et ça c'est la partie de l'offre. Il va prendre des notes, votre voisin de droite. et ensuite, il faut clairement une demande en face. Ouais. Et nous, on ne changera pas le système agricole si on ne change pas aussi la façon de consommer. Et donc, à l'INRAE, on cherche vraiment à réfléchir le changement dans l'ensemble du système agricole et agroalimentaire, donc agricole et alimentaire. Merci. Une réaction, j'allais dire, quelle belle conclusion, mais on peut en faire une autre. Et ça sera le dernier mot pour le coup, si je tiens le timing. Allez-y, Eric. Je suis complètement innocent sur la partie agro et alimentaire, mais par contre, la chance qu'on a dans nos métiers, du textile ou de la maison, c'est d'avoir une identification du consommateur suivant le type de distribution. C'est-à-dire qu'on sait que dans tel type de magasin, on aura tel type de consommateur qui vient chercher un produit plus ou moins haut de gamme, pour lequel le prix ne sera pas le premier facteur, etc. etc. Et ça nous aide beaucoup à avancer. Et je disais tout à l'heure qu'il faut arriver à bien cibler la distribution. Moi, je dis ça en toute humilité parce que des fois, on se trompe. Hein. Mais en tous les cas, c'est un élément majeur pour nous. Et on a cette chance peut-être de pouvoir identifier le consommateur à travers
un réseau de distribution qui déjà le positionne. Chose qui n'est peut-être pas si évidente dans la partie alimentaire, je crois, mais bon, humblement. Christophe Gélibert, pour le marketing, il faudra que vous y pensiez aussi. On est en train de faire la liste de toutes vos courses. Oui, ça y est. J'ai bien compris que c'était prévu. Merci en tout cas, merci à tous les quatre. Je vous rappelle qu'on va pouvoir faire questions. Allez-y, vous pouvez les applaudir évidemment. Questions-réponses, s'il y en a, on les fera avec vous. On pourrait regagner la salle et on va vous demander à Jean-François Clédel de nous rejoindre, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Tous les présidents, Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Gros, président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. C'est original. Et je vais demander à monsieur le vice-président, M. Rioux, de rejoindre cette table. Comme ça, on va se mettre tous les deux debout avec Philippe Mauguin. On va montrer qu'on reste jeune et dynamique. Et, et je vais emprunter le micro de monsieur Gros pour vous le prêter. Oui, venez avec moi. On va faire un petit travail, Philippe. Je sais que vous étiez prévenu, mais que vous avez bossé. Qu'est-ce que vous retenez? Et quand je dis vous, c'est évidemment avec cette casquette de PDG d'INRAE, au-delà de la qualité de vos collaborateurs et collaboratrices. Et non, moi, ce que je retiens comme de ces témoignages, passionnant, concret, très engagé. En fait, on peut avoir l'impression que c'est des bouts de secteurs différents, mais en fait, moi, je trouve qu'il y a des choses qui vous réunissent. Vous êtes finalement un peu les entrepreneurs de la bioéconomie, les entrepreneurs de l'économie de demain, en fait. C'est-à-dire la bioéconomie, c'est comment on valorise au mieux les ressources du vivant, avec des logiques d'économie circulaire, de recyclage, de durabilité. Et si on regarde avec un peu de recul ce qu'on a entendu sur l'agriculture, avec l'exemple de Denis Vincentini, agriculture de conservation des sols, comment j'embarque les grandes cultures dans cette protection des sols qui est effectivement la petite couche d'humus qu'on a tout autour de la planète et qui fait la vie. Et si on la perd, il n'y a plus de vie sur la planète. C'est compliqué. Vous l'avez montré, il y a besoin de solutions. On travaille, nous, INRAE aussi, sur ces alternatives au désherbage et aussi au traitement mécanique des sols pour les protéger. Donc, on aura l'occasion d'en discuter ensemble après pour voir comment vous aider, comment vous accompagner. C'est un très bel exemple. L'exemple de Coince, du château d'INRAE, qui est une vitrine. Vous n'allez pas être objectif. Non, je ne suis pas objectif, mais je reviens sur ce que vous disiez. Ça n'a de sens, sinon on ne l'aurait pas gardé. On aurait pu le valoriser sur les marchés. On s'est posé la question, mais on l'a gardé parce que c'est un démonstrateur. Et que même si c'est quand même une SAS, elle doit équilibrer son compte de résultat. Elle doit lever les fonds auprès des banquiers pour augmenter les cuveries, etc. Ce n'est pas l'argent de la recherche qui est diverti pour faire de l'investissement. Et en même temps, en tant qu'actionnaire exigeant, on leur demande d'intégrer, d'être au top des attentes environnementales, de tester les solutions. Donc, et ça va bénéficier aux autres. Donc, ces deux petits signaux d'entrepreneurs, on va dire, du vivant dans la partie agricole et viticole, au cœur de l'économie de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a après les super exemples aussi de ceux qui s'investissent, certains qui étaient depuis très très longtemps dans la région, d'autres comme Muriel Moreau, oui. Qui vient s'investir dans la région, qui est peut-être encore avec nous, toujours là. Que je salue. Et ça, la valorisation des... bonsoir. Que ce soit sur les duvets, il n'y a pas encore de combat frontal entre les plumes de canard et la laine de mouton. Il y aura certainement des synergies à trouver. Mais c'est des très bons exemples. C'est des très bons exemples. Il faut qu'on fasse ça avec pour mieux valoriser la biomasse produite par l'agriculture, mais aussi par la forêt. C'est aussi l'exemple qui a été présenté sur ces canapés super innovants. On a besoin de valoriser tout. Si on veut résoudre l'équation que je rappelais au début de notre séquence, comment... Donc vous étiez optimiste, vous êtes encore plus? Je le suis encore plus parce que, voilà, ce n'est pas que les chercheurs qui le disent, ce n'est pas l'INRAE qui le dit, c'est les entrepreneurs engagés qui, même s'ils prennent des risques, et si ce n'est pas facile pour tous, sont en train de faire leur trou et de créer de l'emploi, créer de l'activité, et sont franchement, bravo aux chambres et à vous qui les avez choisis, c'est pas nous qui avons dit qu'il fallait, à part c'est le travail des chambres. La suggestion de Cécile descendre qui est un peu INRAE. Pour les autres, c'est le travail des chambres. C'était bien d'avoir une femme, vous avez remarqué. Hein. Ils sont vraiment super alignés par rapport. Enfin, il y a pour moi, il y a un fil vert dans toutes ces deux tables rondes. C'est voilà, en investissant dans la bioéconomie circulaire, durable, en valorisant au mieux les biomasses et en les commercialisant, les distribuant localement, ce que vous essayez de faire. Tous ont, à un moment ou à un autre, eu recours à la recherche et à l'innovation.
et c'est important de le faire évidemment pour gagner du temps et mieux maîtriser les risques, qu'on se donne des chances d'avancer dans ces transitions. Donc moi, ça me réconforte beaucoup. Et puis après, on voit les difficultés, les levées de fonds, notamment quand on est au premier stade. Donc là, il y a des dispositifs que vous connaissez, mais qu'on pourra rappeler après nos échanges. BPI doit pouvoir aider. Nous, on contribue. INRAE, ça, c'est important de le dire maintenant. Il faut le dire maintenant pour que tout le monde l'entende. Ben oui, c'est ça. Nous, on a monté un consortium qui s'appelle Agrio, avec tous les principaux financeurs dans la food tech, l'agtech, la wood tech aussi, on pourrait dire. Alors, on n'est peut-être pas dans tous les secteurs de l'économie, mais ça pèse, avec la BPI. Et on aide tous les gens qui veulent créer des startups ou se développer on expertise, on amène du conseil technique, d'autres amènent du conseil économique. Et on se présente comment et où tout concrètement pour les gens Quand on est dans le secteur Agtech Food Tech et qu'on a un projet de start-up, on peut l'adresser soit à BPI France, soit à INRAE. Okay. Et puis les chambres consulaires, évidemment. Sont évidemment les chambres, parce que vous avez des investisseurs locaux. Donc ça, c'est évidemment un enjeu. Il y a l'accompagnement. Il ne faut jamais rester seul quand on est entrepreneur, entrepreneuse dans des moments difficiles. Donc c'est bien d'avoir soit, j'allais dire, du coaching ou de l'accompagnement entre entrepreneurs. C'est aussi les chambres qui peuvent l'apporter. Et puis, il ne faut pas hésiter à franchir la porte des labos. Il y a de plus en plus de nos chercheurs, nos ingénieurs et de nos techniciens qui, en plus de leur mission de production de connaissances, ont envie que les solutions elles arrivent sur le terrain et qu'on a envie d'accompagner. On l'a très bien senti. Voilà, et incarné avec un beau produit. Merci beaucoup. Travail de synthèse, on n'est pas surpris. Et j'en profite évidemment pour saluer les services économiques de la de la région de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il faut le rappeler, les compétences ont été revues. C'est la région et les intercos qui cherchent cela en ce moment. Je dis ça pour tous ceux qui nous suivent et qui auraient besoin de renseignements demain. Messieurs, merci d'être ici. On va conclure avec vous. C'est la région qui conclura cette rencontre. Je vais commencer par vous, Jean-François Clédel. On a deux questions qui sont communes aux trois présidents, puisqu'on a la chance de vous avoir tous les trois. On va commencer par la première, mais je les annonce déjà pour les deux autres. Ils ont un petit avantage pour vous. Ils vont pouvoir réfléchir à la deuxième. Quels sont les enjeux aujourd'hui les plus importants par rapport à votre activité, donc Chambre régionale d'industrie par rapport à ce qu'on vient d'entendre, et puis quelles sont les actions concrètes, une ou deux, que vous pouvez déjà citer, qui seraient en œuvre aujourd'hui pour vous, avec tout ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est quoi les défis pour l'industrie et les métiers que vous représentez, industrie et commerce? Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, ce sont les défis des transformations sociales et environnementales. Et pour cela, nous avons mis en place deux axes principaux en fait, d'accompagnement des entreprises. Un premier accompagnement vers les nouveaux modèles de croissance, et on l'a vu tout à l'heure, et un deuxième accompagnement vers la transformation écologique et énergétique. Alors sur le premier point, sur les nouveaux modèles de croissance, les CCI sont, avec la région, si vous voulez, le conseil régional, sont en charge les CCI, les chambres consulaires, je dirais en général, sont en charge du développement économique, et propose des missions en lien avec les transformations numériques, sociales et environnementales. Nous prenons en compte tous les défis environnementaux identifiés, le changement climatique, la biodiversité, les ressources naturelles, l'énergie, les mobilités, tout ce qu'on vient d'exposer là, et d'entendre jusqu'à maintenant, tout ça c'est pris en compte. Ce qui est nouveau, c'est que les entreprises veulent être proactives en fait, dans l'intégration de la responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce qu'on doit entendre, quand vous dites ça, qu'elles veulent, qu'on est passé d'un état où elles subissaient à un état où elles sont actives? Ou est-ce que je suis un peu idyllique? Je dirais qu'on constate un développement en fait, de cette volonté chez beaucoup d'entrepreneurs. On l'a vu ici, tous ceux qui sont passés lors des tables rondes ont manifesté déjà une démarche bien assumée dans ce modèle-là. Et je dirais que ce n'était pas mon rôle de conclure, mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand même au cours de cette journée qu'on a débuté par une visite d'un centre, d'une unité de méthanisation. Et je dirais, si vous le permettez, une parenthèse sur ce qui m'a frappé justement au cours de cette journée, c'est la diversité du monde agricole. Bon, on a vu des agriculteurs qui sont quand même au top de la modernité, de la transformation de leur modèle, de l'innovation, qui sont agriculteurs. D'ailleurs, je les draguais un petit peu, parce que je me disais, pourquoi sont-ils agriculteurs alors qu'ils font de l'industrie? Ils pourraient être ressortissants de la chambre d'industrie plutôt que de la chambre d'agriculture. Bon, bref, je plaisante. Ce qui m'a frappé surtout, c'est le poids de l'innovation en fait, qui a été identifié par tous ces chefs d'entreprise qui ont défilé ici.
c'est la volonté de monter en gamme, c'est la volonté de différenciation. Et en fait, je m'interrogeais sur le mode commun à ces gens-là. Quel était le mode commun? Qu'est-ce qui unit tous ces gens-là par rapport à d'autres que je connais qui sont loin de ce modèle-là? Et ça rejoint la question que vous me posiez, quoi. Je pense qu'il y a d'abord l'accès à l'information, sans doute. Et on y participe aujourd'hui avec ce débat que vous organisez. Quand je dis accès à l'information, c'est le fait de disposer de l'Internet. Beaucoup d'artisans, de petites entreprises ou d'agriculteurs du monde agricole isolé ne disposent pas de l'Internet aujourd'hui, aujourd'hui. Ou en tout cas ne l'ont pas intégré comme pratique courante. Donc ils ont des difficultés d'accès à l'information. L'importance du numérique aujourd'hui, et là les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en la matière. Je sais que les pouvoirs publics s'y investissent beaucoup, mais il reste encore un rôle à jouer pour donner l'accès à Internet à tout le monde. Et puis la formation quand même. La formation, parce qu'on l'a bien vu, c'était, comme disait Madame de Coens, je vais utiliser vos termes, monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur. Vous citiez monsieur Pyrénex. Monsieur Pyrénex. Voilà. Monsieur Pyrénex, on le voit, il donnait presque un cours de stratégie à notre artisan qui écoutait avec beaucoup d'intérêt. Non, je plaisante, mais en fait voilà. Donc on voit bien que la formation en fait est importante pour ne pas être décroché et au contraire pour créer et innover dans des modèles transformants en fait, et puis qui transcendent un peu les approches souvent catégorielles que nous avons avec c'est le cas, il y a une chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, chambre d'agriculture, et on a besoin de transversalité en fait. La cross-fertilisation des métiers est importante, sont importants. On le voit aujourd'hui pour développer des activités innovantes et durables. Voilà. Donc ça, allez, une action concrète. J'ai pas répondu à la question. Si vous permettez, je vais essayer d'aller vite. Donc la RSE, promouvoir les démarches RSE, responsabilité sociale et environnementale, ça va être une action forte que l'on va développer en lien avec le conseil régional. Est-ce que ça a commencé, M. Clédel? Ça a commencé. Alors, si vous voulez qu'on en vienne aux actions que nous avons... Non, mais au moins en citer une, parce qu'effectivement, tout le monde met le RSE en avant. C'est de la sensibilisation des chefs d'entreprise, et puis c'est de l'accompagnement à la mise en place d'actions très concrètes. Donc, c'est de la stratégie, etc. Ensuite, le deuxième point sur aider les entreprises à accélérer la transformation écologique et énergétique. Là, on a tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, la réduction et la valorisation des déchets, la réduction de consommation d'eau, les circuits courts, voilà, tout ça. Les CCI proposent là aussi de former les dirigeants, d'accompagner les entreprises pour mettre en place des logiques d'achat responsable, en privilégiant le sourcing local. C'est de faire de la transition écologique et énergétique un pilier majeur du prochain programme dédié aux transformations de l'industrie dans le cadre de l'usine du futur, en lien avec la région et la plateforme Usine du futur, sur tout ce qui est fabrication additive, robotisation, automatisation. On a vu tout à l'heure l'importance de l'automatisation pour recréer des emplois en France, ou en tout cas innover sur les produits et automatiser. Et puis des actions de soutien à l'économie de proximité et des commerces qui sont prévues dans le contrat de relance de transition écologique, avec des diagnostics de transition écologique et l'accompagnement sur des actions ciblées. Voilà. Et puis également le slow tourisme aussi, qui est une action qui va être développée pour aller vers du tourisme durable. Merci Jean-François Clédel. On a vu qu'il y avait beaucoup d'actions. J'aimerais quand même que vous me donniez une qui vous semble prioritaire. Ce sera le dernier mot pour vous, si vous voulez bien. Une action en cours ou à venir qui répondrait à nos débats d'aujourd'hui. Alors sur les actions en cours ou à venir, je dirais, en lien avec la région, il y a le programme Performance durable des entreprises, qui comprendra 7 actions: énergie, mobilité, déchets, éco-conception, achat responsable, écologie industrielle et territoriale et RSE. Et puis, en lien avec l'État, l'ADEME, la CMA et les CCI, sur l'accélération des transitions écologiques, on a mis en place, dans le cadre du plan France Relance, des diagnostics individuels gratuits qui sont assurés par les conseillers des CCI et CMA et par l'accompagnement et la mise en œuvre sur le plan d'action concrète, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci Jean-François Clédel. Je rappelle que tout cela, vous le retrouverez évidemment sur les sites des CCI, de la CCI de la région. Il y a plein d'infos, comme pour la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Ça tombe bien. On vient d'assister en direct à une tentative d'OPA, Luc Servant, sur certains de vos adhérents. Je plaisante évidemment. Mais on n'est pas loin parce qu'on a vu quand même aujourd'hui, et c'est pas nouveau, des gens qui parlaient pour l'agriculture. Et effectivement, Jean-François Clédel a raison. On a vu des discours de chefs d'entreprise. Mais c'est une évidence pour vous, j'imagine, Luc Servant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, et qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ces enjeux et ces défis qui vous attendent, pas demain, aujourd'hui? Je me demande s'il n'y a pas un souci de micro.
Autrement, prenez celui de votre voisin si c'est un problème de micro. Allez-y, essayez, Luc Servant. Voilà. Bon, ben... Pas de recette miracle aujourd'hui, il n'y a pas de modèle dans ces évolutions. Contrairement peut-être à ce qu'il y a eu après la guerre, quand on a demandé à l'agriculture de produire plus, il y avait l'INRA qui travaillait à ce moment-là, il y avait des organismes de développement, les chambres d'agriculture, et la recette, elle était assez facile. On arrivait chez l'agriculteur, on lui disait tu mets un peu d'engrais, ça pousse plus, tu as des problèmes d'insectes, de maladies, ben, il y a les produits qui vont dans ce sens, et ça allait bien. Et aujourd'hui, on voit que la transition qui est à mener, ou les évolutions à mener, effectivement, elles sont très différentes. En Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 80 000 fermes. Il y a plus de 80 000 solutions différentes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, le président Luc Servant, que comme le président de la Chambre de Gironde, vous n'avez plus de certitude non plus, mais Alors, voilà. Je crois qu'il n'y a plus de certitude, et c'est une des difficultés pour emmener les agriculteurs, parce que chaque agriculteur aujourd'hui dit « moi je suis prêt » à répondre à ces évolutions. Mais par contre, j'ai un risque important, et le risque, c'est moi seul qui le prends finalement. Si je prends le risque, et ça a été dit, hein, de prendre telle ou telle technique, s'il y a un problème économique, ben, c'est moi tout seul qui le supporte. Donc il faut qu'on accompagne les agriculteurs dans cette prise de risque, et il faut qu'on amène des solutions que vont trouver INRAE, que vont développer les chambres d'agriculture, les organismes économiques. Et c'est ensuite à chaque agriculteur de s'approprier, de se convaincre de la nécessité du changement, et de s'approprier des méthodes à venir. Pour ceux qui nous suivent, je pense vraiment à eux, une action concrète aujourd'hui qui est menée, on dit toujours que c'est très institutionnel, les chambres, la région, etc. Mais en attendant, c'est des outils, c'est des béquilles dans la vie des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en avant sur une action menée justement en faveur de cette évolution, de cette transformation ? Je dirais qu'il y a un dossier important, et d'ailleurs ça a été dit, hein, sur la place des couverts ou des sols couverts, la couverture des sols, qui a un rôle primordial aujourd'hui dans le changement climatique, pour atténuer le changement climatique, pour récapter du carbone, mais aussi dans la diversité, dans l'érosion des sols, ça a été dit. Et je crois que ces cultures, ces couverts, cultures intermédiaires, qui n'étaient pas finalement un réflexe, on va dire, dans le monde agricole, deviennent aujourd'hui indispensables. Et il faut qu'on puisse accompagner. Et donc, on mène avec des groupes d'agriculteurs, hein, voir quel couvert est adapté pour quel type de sol, comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'on le détruit, la place que ça peut prendre dans les cultures. Il y a une question aussi primordiale sur tout ça, c'est qui finance finalement tout ça. C'est une nouvelle mission demandée à l'agriculture. Quand on parle de mission sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'entretien du paysage ou du territoire, c'est qui finance ça. Ça ne peut pas toujours passer par le produit alimentaire, et ça a d'ailleurs été dit, même si le consommateur est prêt à payer un petit peu plus parce qu'il reconnaît d'autres missions dans l'agriculture et parce qu'il veut une certaine différenciation du produit, il y a une limite à ça. Et donc, qui finance finalement toutes ces nouvelles prestations menées par l'agriculture ? Je crois que c'est aussi un débat à avoir. Est-ce que c'est le consommateur ? Est-ce que c'est le citoyen ? Est-ce que c'est le pouvoir public ? Et donc là, je crois qu'il y a aussi un enjeu important pour accompagner justement cette transition. On en reparlera parce que le sujet est vaste. Jean-Pierre Gros, on a eu un exemple d'artisan qui a envie de passer dans un statut de production. On a vu que c'était compliqué, que le métier ne faisait pas tout, la qualité non plus. Quels sont les enjeux justement par rapport au-delà du cas magnifique qu'on a eu cet après-midi et qui on souhaite du développement? Quels sont les enjeux par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre pour l'artisanat aujourd'hui? Je suis bien embêté. Il y en a trop? Oui. On a répondu une partie déjà au travers des témoignages, au travers de la prise de parole du président de la Chambre d'Agri, du président de la Chambre de commerce, une partie de la réponse. On est aujourd'hui en face, les gens qui nous ont précédés sur l'estrade sont des pionniers. Nous avons vu des pionniers. Et moi, je suis à la tête d'une chambre régionale de métiers, il faut que j'embarque tout le monde dans la capacité à répondre à cette nécessité de la transformation et de la transition écologique. Alors, pour les chambres d'agri, je ne dis pas que c'est plus simple, mais c'est impératif parce que vous avez la double sanction. Pour l'artisan qui travaille tout seul, dans son secteur d'activité, je ne sais pas, le coiffeur, la notion même de transition écologique n'est plus la même. Elle n'a plus la même proportion, elle n'a plus la même valeur. C'est comment on l'embarque dans ce sujet-là. Et j'ai entendu tout à l'heure, alors moi ça m'a fait plaisir parce que ce que j'ai vu, ça m'a saisi parce que tout le monde devrait faire comme ça. On a vu des pionniers tout à l'heure. Et ces pionniers, on doit les suivre. Mais comment on les embarque? Parce que j'ai entendu aussi, il faut jongler entre le temps court du compte d'exploitation, le temps long de la conversion. Et en même temps, foncer ne laisse pas de place au compromis. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques. Et ce que disait tout à l'heure le président de la Chambre d'Agri, c'est que quand on embarque les gens dans cette transition écologique, on leur fait prendre des risques, on leur explique qu'il faut prendre des risques pour que demain ils continuent à exister. Alors qu'ils sont aujourd'hui dans une situation confortable. Donc c'est extrêmement compliqué.
Le préalable que vous aviez cité tout à l'heure, moi je retiens une chose, c'est que l'écologie est une science et que le développement durable, c'est un projet de société. Et que la transition écologique, la conséquence d'une science au service d'un projet de société. C'est ce que j'ai noté. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai une réponse. Donc les enjeux, on les a. C'est comment on emmène et on embarque tout le monde à comprendre qu'on est vraiment sur une transition écologique, conséquence d'une science, au service d'un projet de société. Et les objectifs majeurs, prenez note quand même, les objectifs majeurs de ce modèle de développement, garantir une sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de rupture dans les approvisionnements, quel qu'il soit, même de services, diminuer l'impact sur le climat et contenir le prix de la production. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour le produit fini du consommateur, la notion de prix reste quand même quelque chose qui déclenche l'acte d'achat. Donc on ne va pas sortir de ce schéma et se dire demain, je ferai le prix qui est nécessaire à ma production et le consommateur s'adaptera. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout ça, c'est indispensable. Alors vous allez me dire, les actions que vous menez. Parce que là, vous m'avez fait un bel exposé. Bon état des lieux, mais je n'ai pas de réponse. C'est un état des lieux, c'est un constat. Donc après, on est très embêté parce que 250 métiers, 500 filières dans l'artisanat, la problématique n'est pas la même. Alors, bon, c'est vrai que j'ai noté faire des économies, c'est ce qu'il faut qu'on leur apprenne à faire. Faire de la démarche environnementale un facteur de croissance nouveau au marché, sur la promotion. OK, ça c'est facile, je le dis. Je l'ai noté, vous voyez. Même ça, c'est même pas, je ne l'ai pas noté, ce sont mes équipes qui me l'ont noté. Président, vous devez penser à ça. Capitaliser sur l'image de la démarche comme outil de management. On l'a dit tout à l'heure, c'est indispensable. Ensuite, éviter les conditions punitives et réglementaires. Aujourd'hui, on les accompagne sur l'évitement des conditions punitives et réglementaires. C'est-à-dire que le législateur impose des conditions. Des fois, l'artisan dit je verrai demain, parce qu'il n'a pas le temps, il est dans la production, il est dans le guidon. Et on a aussi ce levier sur lequel on doit agir. C'est indispensable et nécessaire. Voilà un petit peu les enjeux. Les actions, on les mène parce que les équipes sont sur le territoire, évidemment cofinancées par la région, et je vous laisserai l'espace de réponse après, mais TPE, performance environnement, 2 jours d'analyse de l'entreprise sur la démarche environnementale. On leur explique ce qu'il faut faire. On ne leur dit pas comment le faire, mais on leur amène de l'information. Sur des TPE gagnantes à tous les coups, 1 semaine d'analyse sur les flux. Qu'est-ce que coûte la gestion de l'eau, les déchets, comment on gère ses achats. Alors, notamment, on l'a vu tout à l'heure, sur la fabrication d'un canapé, la gestion des achats, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous achetez à n'importe quel prix sous prétexte que vous avez décidé de produire local, fabriquer local et approvisionner local, et que vous vous moquez du coût de production, ça ne marchera pas. Donc il n'y aura pas que la problématique du réseau derrière. Marketing qui l'accompagne. On a compris qu'on pouvait peut-être avec le marketing. J'ai compris aussi qu'il y avait besoin d'un réseau. Et comment ne sortir de l'isolement des chefs d'entreprise. Et encore plus vrai quand on est artisan, on a cette notion d'isolement permanente. On est face à son métier que l'on connaît bien, mais on est isolé. Donc créer un réseau, et là, les chambres de métier sont le réseau sur lequel on peut s'appuyer. Évidemment, nous n'avons pas, nous, la puissance de feu économique, et nous, on est adossé au conseil régional, qui nous permet d'amener l'action de ce réseau et de cet accompagnement des entreprises artisanales. Donc voilà, on a bouclé la boucle. Moi, je suis content d'être venu, et merci de m'avoir écouté. J'ai une dernière question, c'est pas pour faire durer, Jean-Pierre Gros, parce qu'il y a toujours votre enthousiasme qui nous fait plaisir. Vous avez bien travaillé avec vos équipes, on a bien compris. À un moment, vous avez dit, il n'a pas de contrainte, l'artisan, il en a moins que la chambre d'agriculture. Est-ce que la contrainte, elle ne va pas arriver par le client? Je pense à votre secteur de prédilection qui est l'automobile ou la coiffeuse. Si demain, on lui dit, je ne veux plus ces produits-là, je veux des produits naturels, si demain, le client ne veut plus de moteur thermique, vous n'allez plus en vendre. Est-ce que ce n'est pas là que ça va se passer? Alors, ça va se passer parce que déjà, on pense pour nous, c'est l'Europe qui l'a décidé. Donc, vous inquiétez pas, 2040, il n'y a plus de moteur thermique. Donc là-dessus, on n'a pas de sujet d'angoisse. On sait que ça va arriver. Le sujet d'angoisse, c'est comment on fait demain cette transformation des entreprises qui sont des entreprises de l'automobile, un milieu que je connais très bien, dans la mesure où le client aujourd'hui, consommateur, ne demande pas le changement s'il n'est pas accompagné financièrement, parce que bon, ça va quand même coûter un petit peu. Hein. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement financier par l'impôt, autrement dit, si on ne l'aide pas à faire cette conversion, il n'a pas envie de la faire. Donc l'entreprise ne peut pas proposer des produits qui vont l'amener à une transition naturelle vers des véhicules électriques s'il n'est pas accompagné financièrement. Donc on a bouclé la boucle et nous, on s'adapte en permanence. Donc on ne sera jamais dans des révolutions. Nous, on ne subira pas une révolution, on subira des évolutions. Donc on est sur la stratégie de l'évolution. On n'est pas des pionniers. Majoritairement les entreprises, alors que ce soit les entreprises qui sont montées sur l'estrade, qui ont été des pionniers, qui ont réfléchi, qui ont une stratégie de développement. La majorité des entreprises ne sont pas des pionnières. Elles s'adaptent au marché et elles se mettent en ordre de bataille. Celles qui ne s'adapteront pas disparaîtront. C'est très clair.
C'est très clair. Mais l'adaptation, elle est sur une période de transition lente. Ok, vous avez dit s'adapter ou disparaître. Guillaume Rioux, on est ravi de vous accueillir. Peut-être une des premières sorties depuis la rentrée, tout du moins, du vice-président de la région que vous êtes. Je rappelle, en charge de la transition écologique, donc je pense que vous en êtes en plein dans le sujet. Vous êtes un nouvel élu de cette nouvelle assemblée régionale auprès d'Alain Rousset, qui lui n'est pas un nouvel élu. Et vous incarnez ce renouveau de l'équipe. On est ravi de vous accueillir pour ces deux raisons. Et je le disais tout à l'heure, je crois que c'est important pour vous situer. Vous êtes exploitant agricole, vous êtes toujours en exploitation avec votre fils, si je ne dis pas de bêtises, dans les Deux-Sèvres. Et vous avez été, jusqu'à peu de temps, jusqu'au mois de mai, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je pense que c'est important dans le débat de le préciser. Je voudrais juste avoir, avant que vous ayez le discours de l'élu qui vient conclure, alors, vous êtes arrivé, c'est bienvenue à Bordeaux, puisqu'on s'est appelé avant le débat et que j'ai compris que c'était compliqué, que c'est compliqué de circuler. Qu'est-ce que vous retenez? Vous voyez des pionniers, vous voyez des gens qui ouvrent la voie, est-ce que vous voyez des gens qui, au contraire, confortent des choix que vous avez déjà faits? Comment vous les voyez, les gens qu'on a accueillis tout au long de cet après-midi? Tout d'abord, merci de nous accueillir. Monsieur le Président, cher Philippe, on se croisait autrefois ailleurs. Merci de nous accueillir dans cette enceinte et merci de poser finalement le débat de l'industrie, peut-être même de la réindustrialisation de la Nouvelle-Aquitaine, dans un lieu de l'agriculture et donc qui finalement, dans nos imaginaires, véhicule aussi les choses de la nature. Je trouve ça assez symbolique au regard de ce qui se passe. Pour répondre plus précisément, tout d'abord, autre chose, je tiens aussi à excuser le président de région, Alain Rousset, et notre consoeur, Andréa Brouille, première vice-présidente en charge du développement économique et de l'industrie. Et je les soupçonne, tous les deux, de m'avoir envoyé au front. Ils ne me l'ont pas dit, mais va donc essayer un petit peu Il y a encore un bizutage à la région, de l'écologie et de la transition énergétique face à l'entreprise, finalement, que mes trois confrères représentent, Président, cher consul. Bon, alors, pour répondre sérieusement à votre question, des pionniers, mais aussi des pionniers sur la pérennité. Chacun cherche, dans son activité du quotidien, à expérimenter, à innover, à bouger en permanence, pour ne pas reculer, nous le savons tous, mais il faut que ça se fasse sur la durée. Donc, il faut atteindre un certain nombre de maturités sur le marché, parce que l'action publique, qui peut parfois initier, ne peut pas tout sur la durée, et il faut trouver finalement des clients et des ressources un peu plus pérennes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que je suis en charge de la transition écologique, de la transition énergétique, et que ça me semble pleinement moderne. Inutile de rappeler le rapport du GIEC, le grand défi climatique. Inutile de rappeler ce que nous avons entendu la semaine dernière à Marseille sur les potentiels effondrements de la nature, de la biodiversité, qui sont finalement deux moteurs de l'économie, deux moteurs de l'entreprise potentiellement. D'ailleurs, on le voit quand on parle de biomimétisme avec Monsieur Pyrénex, quand on parle, je suis arrivé après, mais j'ai cru lire. Ça va vous rester, Eric. Qu'il y a des possibilités autour de la laine. Enfin, cet enjeu climatique, nous, on a mis la barre assez haute au Conseil régional à travers la feuille de route que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui s'appelle Neoterra, avec un certain nombre d'ambitions, avec 116 indicateurs. Et l'ambition, alors il y a des questions de sobriété, de diminution de consommation d'énergie. Il y a des questions d'efficacité énergétique sur le bâti, qu'il soit industriel, le tertiaire, l'habitat. Évidemment, il faut travailler toutes ces choses-là. Et puis, il y a la transition en termes de production. Comment allons-nous mettre en adéquation nos consommations sur nos territoires et la capacité à produire? On sait tous qu'il faut qu'on arrête l'extraction fossile. Il faut que la décarbonation se mette réellement en place. Donc notre objectif, nous, est d'aller aujourd'hui 24% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique consommé final en Nouvelle-Aquitaine. Objectif 2030, 50%. Objectif 2050, neutralité carbone. Très ambitieux. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on multiplie rapidement les possibilités de produire ces énergies renouvelables
et vous les connaissez. La méthanisation, vous êtes allé cet après-midi, mais ce sont les questions les dossiers Oriseo et le parc éolien de Charente-Maritime qui fait débat en ce moment. Hein, en pleine mer. Tout ça, ça génère de nombreux débats, mais nous n'aurons pas le choix. Nous n'aurons pas le choix, et en conservant le Blayais, l'énergie nucléaire. Bon. Et là, rien n'est certain. Donc, il y a vraiment cette nécessité, y compris pour asseoir l'économie de manière durable sur notre territoire. Il y a bien sûr toutes les questions d'accompagnement, d'innovation. Nous sommes en train de préparer le budget en ce moment, le budget 2022 évidemment, et un certain nombre de questions se posent à nous. On est dans un moment de bascule. Ces 10 dernières années, le Conseil régional appuyait l'innovation, l'expérimentation, l'émergence. Et puis là, on sent bien qu'on est en train de basculer avec la massification, le déploiement. Et nous sommes, nous, bien incapables, d'un point de vue budgétaire, de financer massivement ce déploiement global. On parle, par exemple, pour les méthaniseurs, à horizon 2028, de 106 méthaniseurs. Ce sont des moyens qui sont importants, qui ne représenteront qu'une petite part encore de l'énergie nécessaire. Il y a un grand débat aujourd'hui autour du photovoltaïque, non loin d'ici, hein, avec ces 1000 hectares potentiellement. Mais pour assurer, là aussi, il faut bien comprendre l'équation de tout ça. Pour assurer ces nécessités en photovoltaïque, il faudrait presque 18 parcs comme celui-là. Et tout ça doit être conditionné, évidemment, ça ne pourra pas se faire tout seul. Ça, c'est un premier objet, cette transition énergétique. Sur la question de la transition écologique, qui emmène les questions d'eau dans tous ses états, eau potable, eau, milieu aquatique, eau littoral, donc tourisme, donc économie derrière. Économie quantitative, évidemment. Là aussi, nous devrons répondre à ces questions-là pour assurer, sur la durée, les nécessités de l'économie agricole de demain avec le changement climatique qui encore se pose à nous. Et puis les questions de biodiversité, les questions de séquestration carbone dans le sol, le 4 pour 1000, hein, souvenons-nous, déjà, il y a 10 ans, nous en parlions. Donc là, il y a tout un travail à mener. Il y a peut-être une nouvelle norme autour de l'agroécologie aussi, imaginez. On parle d'agriculture biologique, et Dieu sait si je l'ai mis comme un étendard durant mon existence. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre de réponses qui sont posées par l'agriculture de conservation des sols. Tout ça, demain, devra sans doute former un mix, et je pense qu'on doit retravailler les partenaires, tous les partenaires ensemble, tout le partenariat public-privé autour de la définition de ce que devrait être l'agroécologie demain. Est-ce qu'il n'y a pas une question, Guillaume Rioux, qui était latente dans les discours des présidents qui vous entourent, et surtout peut-être de M. Gros pour l'artisanat, parce qu'il est peut-être plus concerné que les autres, parce qu'on a compris que l'agriculture n'avait plus le choix, c'est de faire cette transformation, pas dans la contrainte, mais avec justement une transformation qu'appelait Jean-François Clédel aussi de ses voeux, c'est-à-dire de la positiver. Est-ce que la région, dans ce que vous êtes en train de préparer, avec Neoterra qui a déjà été mis en place, avec le budget sur lequel vous travaillez, est-ce que c'est un budget d'encouragement à cela, même si évidemment il n'est pas illimité, on a bien entendu. Quel va être le discours politique par rapport à ça? On va contraindre parce qu'on est obligé d'y aller en contraignant, ou on va accompagner? C'est pas pareil. Eh bien, moi, je pense que c'est tout le sujet. Il y aura des adaptations à mettre en œuvre des entreprises. Il y aura la nécessité d'atténuer, mais il faut qu'on invente quelque chose de nouveau. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais une nouvelle bascule est en œuvre. Ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si c'est la première révolution industrielle de 1820, si c'est la révolution verte de l'après-guerre, on sent bien que quelque chose est en train de se passer. Et on sent surtout, et vous, entrepreneurs, entreprises, vous le savez chez vos clients, il y a un désir qui est en train de se manifester, un désir que moi je pense durable, fondamentalement durable. Rien ne montre qu'il y a un essoufflement. Alors évidemment, il y a les limites de l'économie familiale de chacun, mais et je pense que notre job, nous, politique, mais c'est vrai aussi pour l'entreprise à travers la RSE, c'est de faire cette nouvelle narration, ce nouveau récit. Quels sont les mythes, les grands mythes aujourd'hui ? Les religions, c'est ce qu'elles sont. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui encore peuvent aller prier, et c'est respectable. Il y a le grand mythe de l'euro, du dollar. Là,
on sent aussi une sorte d'essoufflement dans notre société. Et moi, je ne crois pas, je pense que ce mythe, ce récit autour de la nature, autour de l'interaction entre les hommes, les femmes sur cette planète et les systèmes naturels, peut être un moteur de nos existences, un moteur de bonheur. Et durant cette campagne, nous n'avons cessé de dire que l'objectif pour Alain Rousset, c'était le bien vivre, le bien manger et le bien-être en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça l'objectif. Et moi, je crois profondément que cette narration nouvelle est un objet de bonheur, mais aussi de profit pour l'entreprise. Et d'ailleurs, vous le savez tous, pour recruter aujourd'hui, et ça a déjà été dit tout à l'heure, il faut donner les conditions de l'ergonomie au travail, mais les conditions de désir, de plaisir, du temps affecté au travail dans nos existences. Et tout ça, finalement, c'est un récit, un grand récit naturel, et qui pourra donner de l'espoir à nos populations, à nous-mêmes qui en avons tant besoin aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on avait commencé avec une note d'optimisme avec Philippe Mauguin, on se termine avec l'espoir du vice-président de la région. Merci, on espère écrire évidemment la suite de l'histoire, puisque c'est votre mot, pour la 15e édition de cette journée de l'économie. On vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle est évidemment partageable entre vous et dans les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Si vous avez envie de contacter les chambres consulaires, vous savez évidemment qu'elles sont là, la région aussi par ses services éco, sur les sites internet, évidemment c'est assez facile. Merci à toutes, merci à tous, merci à nos invités, merci à tous les partenaires de cette journée. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bonne soirée. En 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur notre planète. Malnutrition, dérèglement du climat, déclin de la biodiversité, raréfaction des ressources fossiles. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité. Notre alimentation a des impacts sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Produire des aliments mobilise des ressources précieuses qui deviendront de plus en plus rares. Il nous faut donc inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des pesticides. Une agriculture performante économiquement, socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi soucieuse des animaux et de leur bien-être. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous ces modèles de production. Une transition vers l'agroécologie. Une transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Une transition vers une alimentation de qualité, adaptée à tous les âges de la vie. Il nous faut aussi protéger et restaurer notre environnement. Préserver l'eau, l'air, le sol, la forêt, la biodiversité. Anticiper et maîtriser les risques environnementaux et sanitaires. Favoriser une économie positive et responsable, basée sur des ressources renouvelables. En France, dans un nouvel institut de recherche, des femmes et des hommes produisent des connaissances pour relever ces défis et réussir ces transitions. 12 000 personnes qui travaillent avec humilité et ambition sur l'ensemble du territoire. Connectés avec les écoles, les universités et les meilleurs laboratoires du monde, leur horizon, c'est notre planète. On n'a jamais eu autant besoin de recherche. Une recherche indépendante, éthique, au meilleur rang mondial. Une recherche interdisciplinaire qui dépasse les limites de la connaissance. Une recherche qui utilise les dernières avancées technologiques et numériques. Une recherche menée avec les acteurs de terrain, source d'innovation et de solutions, pour nous accompagner dans un monde en profonde évolution. Notre futur s'écrit maintenant. Dehors, parce que si je fais venir tout le monde ici.